Donc, finissez de prendre place. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones. Donc après la conférence la semaine dernière de Michel Blasi, qui était consacrée un peu au métamorphisme végétal, j'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter Vinciane Després pour une conférence qui s'appelle « Chaque animal est une manière de connaître le monde ». Vinciane Després est psychologue et philosophe. Elle enseigne au département de philosophie de l'Université de Liège et également à l'Université libre de Bruxelles. Hein, c'est ça. Et elle se consacre depuis plusieurs années à l'éthologie. L'éthologie, de manière très simplifiée, c'est l'étude du comportement animal. Et donc c'est au croisement de la zoologie et de la philosophie que Vinciane construit son approche, qui est une approche qu'elle appelle une approche constructiviste, c'est-à-dire fondée sur la manière dont nous regardons les animaux, dont nous y projetons aussi peut-être un mélange d'identité et d'altérité. Comment nous construisons un rapport avec les animaux et parfois aussi projetons une image parfois simplifiée de leur comportement et de leur pensée. Et donc il s'agit de savoir comment les animaux nous informent, comment parfois ils nous reflètent et comment ils sont donc une manière également de connaître le monde et de nous connaître. Voilà, je laisse la parole à Vinciane. Bien, je remercie François Piron et je remercie l'école de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi de venir parler et éventuellement de pouvoir discuter avec vous après cette conférence, si vous avez encore le courage de rester et que vous n'êtes pas complètement abasourdi. Et donc, je vais commencer par reposer le problème tel que vous l'avez trouvé dans le résumé qui introduisait et qui annonçait la conférence. C'est un problème qui m'est venu quand j'écrivais mon avant-dernier livre qui s'appelait « Penser comme un rat ». Et lorsque j'écrivais ce livre, en fait, je rencontrais de très nombreux scientifiques que j'allais interviewer, donc des éthologues et des gens qui travaillent avec les animaux. Et je leur disais, bon ben voilà, je suis en train de travailler sur un livre qui s'appellera « Penser comme un rat ». Et chacun de ces scientifiques, ils étaient assez nombreux à me dire que finalement, je devais absolument dans mon livre préciser ce que ça voulait dire « penser ». Et en fait, ça me paraissait un peu suspect, cette insistance, et je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait, s'ils insistaient autant pour que je précise ce que veut dire « penser », eh bien, c'est parce que ça aurait dû normalement, si j'avais un peu réfléchi, me convaincre d'utiliser soit un autre terme pour le rat, et trouver un terme qui convienne au rat, et donc modifier complètement mon titre, soit de définir le terme « penser », mais en restreignant tellement la signification, de telle sorte que le terme « penser » puisse s'appliquer à l'humain et au rat, mais ne signifie plus à ce moment-là que quelques processus associatifs simples et communs, selon donc, ces scientifiques, aux rats ou aux humains. Et il faut bien dire que je crois que le problème aurait été similaire si j'avais décidé d'écrire un livre et de consacrer mon travail à d'autres domaines dont les humains se sont longtemps réservé l'exclusivité. Par exemple, si j'avais écrit un livre sur aimer comme une oie, hein, ce que Konrad Lorenz, le célèbre éthologiste, prétendait, que c'est là où nous ressemblons le plus aux oies, c'est dans notre manière d'aimer, ou alors faire œuvre comme un éléphant, qui était d'ailleurs l'affiche qui annonçait la conférence. Hein, ceci est photographié dans un sanctuaire de Chiang Mai, où des éléphants mis à la retraite, prématurés, faute de travail avec le bois, donc des éléphants au chômage, sont à présent obligés en quelque sorte de gagner leur vie, et des milliers de tonnes de bananes que consomme un éléphant chaque année en peignant des peintures qui sont vendues aux touristes locaux, et on voit des éléphants peindre ce qu'on appelle des autoportraits.
J'aurais pu aussi intituler un livre, et j'aurais eu exactement la même discussion si j'avais intitulé un livre, par exemple, Créé comme un jardinier à nuque rose. Ce sont des oiseaux qui créent des arches absolument fabuleuses, dont vous trouverez des images sur le net, soit en tapant jardinier à nuque rose arche, soit en tapant le terme anglais bowerbird, et dont on voit en plus qu'elles sont, vous voyez des pierres qui sont parsemées devant l'arche. Eh bien, elles sont placées par le jardinier à nuque rose de telle sorte à créer une illusion de perspective qui fait que quand l'oiseau jardinier à nuque rose se trouve dans l'arche, il apparaît plus grand qu'il n'est. Et d'ailleurs, des chercheurs ont modifié les pierres pour voir, tiens, mais est-ce que ça change quelque chose? Donc, on mit celle de l'arrière vers l'avant, modifiant complètement la perspective. Eh bien, la première chose que l'oiseau a faite, c'est remettre bien tout en ordre. Donc, encore une image ici. Vous voyez... et puis ici, ils sont en noir et blanc, enfin, on pratique, c'est pas en noir et blanc, mais vous pouvez voir donc que l'oiseau s'est servi d'ossements, etc. Mais ils agrémentent très souvent aussi de petites pièces de plastique, de couleurs, de fleurs et des choses comme ça, avec une préférence pour le bleu. J'aurais eu autant donc de problèmes et de discussions si j'avais intitulé Créer comme un jardinier à nuque rose. On m'aurait dit, mais créer, est-ce qu'il crée vraiment, n'est-ce pas de l'instinct? Ou voir si j'avais utilisé, par exemple, un autre cas de figure, qui est par exemple, de dire mathématiser comme un orang-outan. Ici, vous voyez l'orang-outan femelle Watana, qui a occupé pendant des années une cage de jardin de plantes à Paris, et dont on a découvert, grâce aux travaux de Dominique Lestel et Chris Hersfeld, qu'en fait, cet orang-outan adorait faire des nœuds et créait des véritables formes géométriques dans sa cage, des formes qu'elle défait aussitôt après les avoir faites. Une fois qu'elle est complète, elle la défait. Et ce qui a fait penser à Dominique Lestel et à Chris Hersfeld que, d'une certaine manière, ce que Watana faisait, c'était de la mathématique incorporée, qu'elle était une mathématicienne préconceptuelle, selon les termes de Dominique Lestel. Bref. Tous ces termes donc posent problème, et notamment posent problème aux scientifiques. Et je ne voudrais quand même pas qu'on croie que les termes que nous utilisons dans chacun de ces cas soient toutefois tout à fait équivalents. Quand je dis créer, et j'aurais pu écrire un livre sur, enfin si j'y connaissais un peu plus, créer comme un jardinier à nuque rose, ou bien mathématiser comme un orang-outan, ou aimer comme une oie, je ne pense pas qu'ils soient exactement équivalents et qu'ils désignent ce que nous désignons par ce verbe quand nous parlons de nous. Si je prétendais ça, ça reviendrait finalement à nier le sens et l'intérêt même de toute opération de traduction, puisque ça demande des opérations de traduction, que de penser qu'un rat pense comme nous, qu'un jardinier à nuque rose crée peut-être comme nous. Et ça, en plus, et c'est surtout ça le problème qui va terminer ma conférence, pourrait faire penser aussi que si les termes étaient parfaitement équivalents, ça voudrait dire aussi qu'on sait a priori ce que ces termes signifient pour nous. Et là, je suis beaucoup moins certaine encore. Donc, cette conférence va se faire en deux temps. C'est d'abord, mais qu'est-ce que ça voudrait dire penser comme un rat? Et quand on dit qu'un rat pense comme nous, mais qu'est-ce que ça suppose comme dispositif, comme laboratoire, comme exercice, comme traduction? Et puis après, je vais essayer d'envisager, mais en fait, quand on dit qu'il pense comme nous, qui est le nous qu'on désigne par là? Et est-ce que c'est vraiment un nous? Donc, c'est une double opération de traduction qui me semble extrêmement périlleuse et problématique. Et qui est extrêmement intéressante en même temps, à condition qu'on spécifie les acrobaties, en quelque sorte, on pourrait dire des acrobaties ontologiques et épistémologiques que l'on doit effectuer pour pouvoir affirmer ce genre de choses et les mettre en œuvre. Alors, ah oui, encore une petite image de Watana, vous voyez, qui est en train de faire de la géométrie incorporée. Alors, il y a une phrase je vais partir donc maintenant sur le terme penser, je ne reviendrai plus sur créer, sur les éléphants, etc. Et si je vous ai montré ces images aussi, c'est peut-être pour susciter de la discussion dans les domaines qui vous seraient propres. Il y a une phrase du philosophe Plotin, qui reprend d'ailleurs à Parménide, le philosophe présocratique, une affirmation très énigmatique qui dit « Le même est à la fois être et penser ». Et en fait, ce qu'il veut dire par là, pense-t-on, puisque ce sont, comme toute phrase énigmatique, c'est des phrases qui doivent nous mettre au travail. En tout cas, ce que Plotin assume, c'est que, d'une certaine manière, il assumerait que tout être vivant a la possibilité d'être automatiquement, systématiquement, incontournablement un être pensant. Toute vie, en quelque sorte, est une pensée, mais une pensée plus ou moins obscure, comme la vie l'est elle-même. Alors, je reprends ici à cet écrivain Jean-Christophe Bailly, qui a écrit un très très beau livre dans Le parti pris des animaux, et qui va reprendre lui-même une variation de cette formule de Parménide retraduite par Plotin, pour dire
finalement, toute vie entre dans le genre de la pensée, et elle est une pensée. Et Bailly va insister à la suite de Plotin pour dire que si nous, les humains, nous croyons que, alors je cite ce Jean-Christophe Bailly, que certaines vies sont des vies d'êtres pensants et que d'autres n'en sont pas, c'est que nous ne cherchons pas ce qu'est la vie. Ainsi, selon Bailly, et sans doute selon Plotin, et peut-être selon Parménide, vie et pensée tendent l'une vers l'autre, et ne cessent de tendre l'une vers l'autre, de s'intensifier l'une par l'autre et l'une dans l'autre. Alors, demande Bailly, est-ce que Plotin veut-il dire que le ver de terre ou le buisson ou le troupeau de moutons pense? Bien, d'après Bailly, il dit non, c'est pas vraiment ce que Plotin veut le dire. Et en fait, ce que Plotin est en train de pratiquer, c'est une opération stratégique. Et c'est en fait ce qu'il essaye de faire avec cette phrase énigmatique, toute vie est pensée, le même est à la fois être et penser, c'est de produire une opération, c'est-à-dire retirer à la pensée la possibilité même du mépris. Il s'agit, toujours selon Bailly, de restituer, de faire vivre, de rendre vibrante, dirais-je, la solidarité entre tout ce dont il y a pensé et ce qui le pense, ou plus radicalement, une solidarité qui est la condition même de la pensée, c'est-à-dire, comme dirait Bailly, n'est pensé que ce qui se pense dans l'accord à ce dont il y a pensé. Alors, n'est pensé que ce qui se pense dans l'accord à ce dont il y a pensé, c'est exactement le sens de ce que je suis en train d'essayer de faire, mais rassurez-vous, je vous ai proposé antipédagogiquement d'ailleurs quelque chose de très abstrait pour commencer, mais maintenant on va arriver à du plus concret. Et le plus concret, c'est d'abord de reprendre le problème des scientifiques. Je pense que ce que les scientifiques voulaient éviter, c'est justement ce point que je viens abstraitement de vous développer, n'est penser que ce qui se pense dans l'accord à ce dont il y a pensé. C'est le terme accord, je crois, que les scientifiques voulaient absolument éviter. Pourquoi? Bon, en me demandant un contenu a priori à l'acte de pensée, eh bien, en fait, ce qu'ils essayaient de faire, c'était de limiter, d'une certaine manière, de bien circonscrire ce qu'on entend par pensée. Et moi, mon but, justement, en écrivant ce livre et en faisant cette enquête et en essayant de savoir mais qu'est-ce que pensent les animaux quand ils pensent avec leurs scientifiques, c'était justement de ne pas donner de contenu, puisque penser est un acte, et que pour penser le penser, eh bien, il faut le penser comme un verbe. Et donc, il faut lui donner tout de suite une conjugaison. Et, par exemple, se demander, me semblait-il, donc ne pas donner un contenu a priori, c'était considérer que la pensée ne devrait se définir qu'à l'issue de ma recherche et pas à son début. Donc ne pas se mettre d'accord d'entrée de jeu sur ce que veut dire penser, mais essayer de voir, tiens, mais quelles sont les multiples significations possibles que pourrait prendre le verbe penser une fois qu'on a commencé à penser avec des rats, avec des vaches, avec des cochons, avec des singes, et même peut-être avec des humains, parce que je pense que c'est pas aussi simple que ça. Alors, on peut se demander, par exemple, quand il s'agit d'un animal, qu'est-ce que veut dire penser? Et ça va élargir le contenu dans un monde qui n'a pas de nom, hein, puisque les animaux sont dénués de la possibilité de nommer. Enfin, on pense, mais je suis pas, c'est pas aussi sûr que ça, puisque visiblement, la nomination chez les animaux, on pense qu'ils n'ont pas de nom pour désigner les choses de l'univers, mais il semblerait, par exemple, que certains singes ont des cris très différents selon que le prédateur est un guépard, ou un prédateur qui se trouve dans le ciel, ou un prédateur qui rampe, etc. Donc ça veut dire que déjà même l'acte nominatif, dont on a pensé qu'ils étaient dénués, c'est pas aussi clair que ça. Bon. Que veut dire penser en acte, et donc non pas comme un contenu à produire par des performances qui traduisent une pensée? Eh bien, lorsqu'on accepte, par exemple, la version de William James, le philosophe américain, et c'est une version qui est très très jolie, c'est lorsqu'il affirme « Les idées, ce n'est pas ce que nous pensons, mais ce qui nous fait penser ». Eh bien, que veut dire penser pour un rat? D'une certaine manière, si on accepte que les idées, ce n'est pas ce que nous pensons, mais c'est ce qui nous met au travail de la pensée. Alors la question n'est plus « Qu'est-ce que penser comme un rat ?» mais « Qu'est-ce qui fait penser les rats ?» Et l'on se rend compte à ce moment-là que la science, ou les sciences, à cet égard, sont restées très muettes. Elles essayent de penser comment pensent les rats, est-ce qu'ils pensent comme nous? Est-ce qu'il y a moyen de les faire penser comme nous? Mais qu'est-ce qui fait penser un rat? Ça, c'est une question que je n'ai jamais vue aborder nulle part. Et pourquoi? Parce que la science ne peut pas prendre le risque d'aborder ce genre de questions. Alors, puisque j'ai commencé, vous allez voir, ça devient de plus en plus empirique, je vous souhaite encore un tout petit peu de courage. J'ai commencé en parlant de rats et je vais rester quelque temps avec eux. Et je voudrais explorer 2 minutes avec vous ce qui a mené mes collègues à penser que les rats, en fait, ne pensent pas beaucoup, hein, ce qui leur
les motiver à me demander de restreindre au minimum le terme pensée, hein, que ça ne désigne plus que des tout petits processus extrêmement simplistes, et qui ne pensent pas beaucoup, surtout quand ils pensent comme nous, puisque c'est là l'enjeu du problème, le nœud du problème. Et en fait, c'est peut-être non seulement le nœud du problème, mais c'est exactement ce que les scientifiques ont demandé au rat, c'est comment il pense comme nous. Donc jamais ne s'est posé la question de qu'est-ce qui fait penser un rat, ou bien comment penserait un rat qui penserait comme un rat. Alors, quant à savoir ce que ce nous désigne, quand on dit qu'un rat pense comme nous, c'est pas moins problématique, mais je vous ai annoncé, je le reporte à la fin de la conférence parce que c'est un moment qui me semble extrêmement important. Alors, le constat, nous ne savons pas ce qui fait penser les rats. Pourquoi ? Parce qu'on a posé aux rats, jusqu'à présent, des questions d'humains. Et si je devais le dire autrement, et ceci va m'autoriser à mieux appréhender ma question, en fait, on a fondé toutes les recherches sur les rats et sur de nombreux animaux de laboratoire, sans une seule fois se poser la question de savoir d'une part en quoi ça pouvait bien les intéresser, ce qu'on leur demandait, ni d'autre part, qu'est-ce qui intéresse un rat, finalement. Alors, ces deux questions, alors on va prendre un cas très concret, parce que qu'est-ce qu'on a demandé aux rats généralement ? C'est ceci, c'est courir dans des labyrinthes. Hein, la plupart des épreuves avec les rats sont de deux ordres. Il y a encore quelques ordres, mais généralement on leur demande de pousser sur un levier, hein, pour savoir s'ils reconnaissent la lumière bleue de la lumière rouge, ou bien s'ils reconnaissent des périodes de temps, s'ils ont le sens de la chronologie et des choses comme ça, ou bien est-ce qu'ils s'en sortent simplement tout bêtement dans un labyrinthe. Si on leur met une récompense à la sortie du labyrinthe, en combien de temps vont-ils apprendre le chemin qui mène à la récompense sans se fourvoyer dans des voies sans issue ? Eh bien, on a demandé aux animaux, donc, aux rats de s'en sortir dans des labyrinthes ou de pousser sur des leviers. À d'autres animaux, comme aux perroquets, aux ménates ou aux singes, on leur a demandé d'apprendre des langues étrangères, c'est-à-dire nos langues à nous. On leur a demandé aussi de résoudre des casse-têtes cognitifs. Et on leur a demandé aussi, d'une certaine manière... Oui, c'est assez joli. Mais on ne leur a jamais demandé, on leur a très rarement demandé, c'est seulement depuis quelques années que ça commence un tout petit peu à poindre dans les recherches, finalement, mais qu'est-ce qui intéresse ces animaux ? Quelles sont les questions qui pourraient bien les intéresser ? Alors, je voudrais d'abord aborder avec vous la question de savoir pourquoi c'était si difficile à demander, et je vais le faire en prenant des expériences problématiques, c'est-à-dire des expériences qui ont posé problème. Alors, il y a une très jolie expérience qui a posé problème, un ensemble d'expériences qui ont posé problème avec des animaux. C'est une expérience qui est relatée par une philosophe, Vicky Hearn, mais qui, avant d'être philosophe, a été dresseuse de chiens et de chevaux. Et elle raconte qu'elle a entendu des expérimenteurs expérimentés conseiller aux jeunes scientifiques qui commençaient leur carrière de chercheurs de ne jamais travailler avec les chats. Et vous verrez d'ailleurs qu'il y a très peu de chats dans les laboratoires, si ce n'est dans des expériences sur le sommeil, qui ne sont pas seulement dues au fait que les chats aiment dormir, hein, ça c'est une constante chez eux, mais simplement, vous allez le voir, parce qu'à part en les endormant, on ne peut pas obtenir grand-chose d'eux. Et pourquoi ? Eh bien, je signalerai aussi en passant donc, qu'il est non seulement déconseillé de travailler avec les chats dans les laboratoires, mais aussi très déconseillé de travailler avec des perroquets et avec les corbeaux, non seulement parce qu'ils ne font rien de ce qu'il leur est demandé, mais à propos de ces derniers, parce qu'ils en profitent pour démolir avec un soin remarquable tout le matériel du laboratoire, et ils sont donc, selon les critères des expérimentateurs américains, des animaux totalement inciviques. Alors, est-ce que c'est de la curiosité répressible ? Chez les perroquets et les corbeaux, on peut le passer, ou bien un ennui caractérisé, c'est aussi le cas, ou des manifestations caractérielles, j'opterais pour cette dernière solution, mais tous ces motifs pourraient être invoqués. Mais pas pour les chats, par contre. Pour les chats, selon Vicky Hearn, qui relaye toujours les expérimentateurs expérimentés, dans certaines circonstances, si vous donnez à un chat un problème cognitif à résoudre, une tâche à exécuter pour trouver de la nourriture, eh bien, en fait, vous allez voir que le chat le fait très rapidement. Ils sont très, très bons. Ils sont très, très intelligents dans les laboratoires. Et le graphique qui mesure la courbe de son intelligence va connaître, dans les études comparatives avec d'autres animaux, une ascension beaucoup plus rapide. Mais, d'après les expérimentateurs, le problème est que dès que le chat a compris que le chercheur ou le technicien veut qu'il pousse sur le levier, eh bien, le chat arrête automatiquement de le faire. Et certains d'eux ne vont pas se laisser mourir de faim plutôt que de continuer l'expérience. Et elle ajoute laconiquement, toujours Vicky Hearn, que cette théorie, finalement violemment anti-behavioriste, n'a jamais été publiée à sa connaissance. Et la version officielle chez les expérimentateurs devient « N'utilisez pas de chat, ils foutent les données en l'air ». Or, les chats
contrairement à ce qu'on pourrait penser, et toujours selon Vicky Hearn, ne sont pas du tout dans le refus de plaire. En fait, c'est plutôt l'inverse. Les chats adorent plaire. Mais les attentes des humains sont tellement, à leurs yeux, profondément importantes que chaque fois qu'un humain leur demande quelque chose, eh bien, ils le prennent au sérieux. Et c'est parce que c'est sérieux et que c'est important que le chat refuse simplement de faire quand on ne lui laisse pas le choix de le faire. Et ça, c'est l'hypothèse de Vicky Hearn. Alors, certains pourraient penser, j'aurais pu en être il y a quelques années d'ici, penser que finalement cette explication a quand même de vagues relents de parfums anthropomorphiques. Et c'est aisément reconnaissable comme parfum. Le parfum anthropomorphique, hein, c'est le parfum, l'ennemi c'est le parfum, quand on sent ça dans un laboratoire, vous avez presque des alertes au feu qui se mettent à jaillir de partout. Eh bien, on voit en effet que le chat, dans cette histoire, est crédité d'une volonté propre, qu'il a des désirs, du souci de faire plaisir, du souci de collaborer, et de le faire, et pas dans n'importe quelle condition. On note déjà là la marque du non-scientifique. Et c'est justement là où ça m'intéresse. Cette marque du caractère non-scientifique m'indique par contraste, et nous indique par contraste, finalement ce que requiert une expérience et ses interprétations pour être scientifique. En fait, une expérience pour être scientifique, ça doit être exactement le contraire de ce que je viens de proposer à propos des chats. Pas de parfum anthropomorphique, pas d'anecdote, et surtout pas que l'animal se mette à vouloir participer à l'expérience, sinon ce n'est plus du tout scientifique. Alors, pour analyser plus sérieusement ces caractéristiques, je vous propose d'abord d'être attentif à la manière dont les expériences, et surtout celles avec les rats, sont montées. On pourrait déjà, à ce moment-là, commencer à répondre à une de nos deux questions. Pourquoi les dispositifs ont-ils tant de mal à se poser à eux-mêmes la question de savoir ce qui pourrait bien intéresser les animaux dans les épreuves de laboratoire? Alors, disons-le simplement. D'abord, pratiquement, tout le dispositif est monté pour barrer la route à la possibilité que l'animal puisse manifester la manière dont il prend position par rapport à ce qui lui est demandé. En d'autres termes, la question en quoi cela peut bien intéresser le rat d'être dans un labyrinthe n'est jamais sérieusement posée. Les chercheurs ont donc beau jeu de ne pas être anthropomorphes, puisqu'ils ne laissent pas leurs animaux céder à la tentation de les y entraîner avec eux. En quoi cela peut-il bien l'intéresser? Il y a des rats qui résistent, comme vous pouvez le voir. En quoi ce qu'on demande à l'animal donc pourrait-il l'intéresser? En fait, ça constitue une double question. D'une part, très très simplement, la question interroge le fait que l'expérience intéresse ou non l'animal. Ça veut dire simplement qu'il ait envie de la faire, qu'il ne soit pas simplement motivé parce qu'il est à moitié mort de faim et qu'on a pris soin de l'affamer pendant les 3-4 jours avant l'expérience pour être sûr que la récompense fonctionne. Or, de la manière dont les expériences sont de la plupart du temps conçues, eh bien, cette première version de la question n'a aucune chance d'être posée. Pourquoi? Parce qu'il y a un impératif de soumission qui règne dans les laboratoires et qui, d'une certaine manière, conduit cette impossibilité. En fait, il n'y a aucune raison de se demander pourquoi un rat affamé pourrait être intéressé de courir dans un labyrinthe, de découvrir les ramifications ou apprendre le trajet, puisque, d'une certaine manière, il ne peut pas faire autrement. Il est affamé, il cherche la nourriture. Il n'est donc pas intéressé, il est simplement motivé ou incité. Et ce n'est pas du tout la même chose. La récompense alimentaire, sobrement appelée dans les dispositifs de laboratoire le renforcement, je ne sais pas si vous avez fait un peu de théorie du conditionnement en psychologie, si vous avez des cours de psychologie, mais c'est le nom qu'on donne à la récompense alimentaire, c'est ce qui va augmenter la probabilité d'apparition d'une réponse, la définition officielle du renforcement, vient donc barrer la route à toute autre possibilité de question. Puisque le rat est affamé, il fait ça parce qu'il a faim. Donc on a une espèce de tautologie qui se met en place. Il n'y a donc pas de raison de s'interroger si l'animal pourrait ou non être intéressé à ce qu'il fait, puisqu'il ne fait ça que pour avoir de la nourriture. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a transformé les animaux de laboratoire en estomac à fourrure. Hein, c'est comme ça qu'on les définit. Enfin, on ne les définit pas officiellement comme ça, mais c'est comme ça qu'on les conçoit. Alors évidemment, le fait qu'un animal puisse résister, ou comme ce rat ici, il y a des rats qui ont résisté. Bon, là, c'est plutôt. Je ne pense pas qu'un rat puisse faire ça, quoique si on le laissait faire, il le ferait. Mais j'ai vu des rats résister dans un labyrinthe, notamment. Alors, ça, c'est juste à titre d'anecdote, mais je pense qu'elle est importante. Il y a des chercheurs qui avaient voulu tester de savoir l'effet toxique de la fumée de cigarette sur les poumons des rats. Et en fait, donc, on avait creusé des trous dans la petite boîte où on avait mis les rats.
Et donc on soufflait de la fumée de cigarette pour pouvoir évaluer quelque temps après l'effet désastreux de la fumée sur leurs poumons. Eh bien, les rats, en fait, ont très bien résisté à cette expérience parce qu'ils ont très rapidement compris qu'avec leur caca, disons le plus simplement, eh bien, ils pouvaient arriver à boucher les trous et à éviter ainsi les fumées de cigarettes. C'est ce que j'appellerais un acte politique de résistance du rat. Je ne dis pas à la cigarette parce que je crois que c'est les fumeurs, pour le moment, qui sont dans des actes de résistance politique à l'hygiénisation de la société, mais en tout cas, le rat résistait politiquement et radicalement à la soumission à laquelle il était convié dans un laboratoire. Mais on voit aussi des animaux donc, qui peuvent résister, comme le chat, en quelque sorte. Le chat résiste très très bien dans un laboratoire, ou même les perroquets et les corbeaux inciviques pourraient conduire en effet à explorer cette possibilité. Peut-être qu'en effet, ces animaux résistent, ne font pas ce qui est attendu d'eux, simplement parce qu'ils ne sont pas intéressés. Et si on accepte que les animaux ne sont pas intéressés, on pourrait alors accepter que ceux qui ne résistent pas sont... Excusez-moi, si on accepte donc, que les animaux ne sont pas intéressés, on pourrait alors accepter que ceux qui ne résistent pas, c'est-à-dire qui entrent dans le système, pourraient éventuellement être intéressés. Mais qu'on ne peut pas se poser la question. Donc ce que j'essaye de dire, c'est ils sont dans une telle condition de soumission qu'en effet, il est fort probable qu'ils ne soient pas intéressés par l'expérience. Mais de toute manière, s'ils l'étaient, comme on les a mis dans la condition de soumission, on n'a pas l'imagination pour poser la question de savoir si, quand même, ils ne seraient pas intéressés. Si même, en dépendamment du renforcement de nourriture, les rats n'auraient quand même pas fait cette expérience-là. Seulement, comme on ne le fait jamais sans renforcement de nourriture, on ne peut pas le savoir. Alors, on va le dire plus simplement. En général, quand un animal n'est pas intéressé, manifeste clairement en résistant son désintérêt, eh bien, on ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui l'intéresserait. On a une méthode beaucoup plus radicale. On les exclut de l'apprentissage et on ne les interroge plus dans les laboratoires. On dira d'ailleurs la plupart du temps qu'ils ne sont pas conditionnables. Et c'est ce qui est arrivé exactement d'ailleurs aux perroquets dans les laboratoires des behavioristes. En fait, ce qui s'est passé avec les perroquets, c'est que les behavioristes ont essayé de leur apprendre à parler. Et seulement Skinner avait dit « Oh, vous ne réussirez pas à apprendre à parler à un perroquet parce que la parole normalement repose sur l'instinct et on ne peut pas conditionner de l'instinct. » Mais il y a quelques scientifiques qui avaient quand même essayé d'apprendre à parler à des perroquets et puis comme ils n'y étaient pas arrivés, ils avaient fini par donner raison à Skinner et à dire « Bon, ben, c'est vrai, le langage doit être instinctif puisqu'il n'est pas conditionnable. » Et il doit être un peu comme la salivation du chien de Pavlov. Donc justement, c'est le mauvais exemple, j'aurais pas dû dire ça. Le chien de Pavlov, c'est un instinct, enfin un réflexe qui est conditionnable, mais c'est une espèce d'exception à la règle. Donc ce qui est instinctif, on n'arrive pas généralement à le conditionner, pensait-on du temps de Skinner. Bon. Alors, pourquoi est-ce que les perroquets avaient refusé de parler ? Eh bien, pas du tout parce que le langage est instinctif, ça c'est pas du tout le problème du perroquet, c'est simplement parce qu'en fait, on avait essayé de leur apprendre à parler, de nouveau, en n'essayant pas du tout de voir ce qui intéresse un animal qui pourrait se mettre à parler. Comment est-ce qu'on faisait ? On les mettait dans des petites boîtes et on leur passait des bandes enregistrées toute la journée avec des mots. Et alors, quand certains mots sortaient, eh ben, ils recevaient une cacahuète. Donc, eux-mêmes ne devaient rien faire, mais ils devaient, en principe, c'était l'idée du conditionnement, que si chaque fois, par exemple, qu'on sort le mot « peanuts », c'est des Américains qui font ça, ben, une cacahuète lui est offerte, ben, le perroquet va finir par, à un moment donné, vouloir lui-même prononcer le mot « peanuts » pour avoir une cacahuète. Eh bien, ça n'a pas marché. Jamais aucun perroquet, ni aucun des ménates qui étaient présents, n'a parlé. Et on a donc conclu que Skinner avait raison, mais on aurait quand même pu se poser la question de savoir il y a quand même une drôle de chose qui s'est passée dans cette expérience, c'est qu'après, comme les perroquets et les ménates n'avaient pas appris à parler, ben, il a fallu en faire quelque chose. Et les chercheurs qui avaient travaillé avec eux, les assistants qui avaient travaillé dans le laboratoire, les ont adoptés. Et on a appris 1 an ou 2 après qu'après l'adoption, la plupart des perroquets et des ménates avaient correctement appris à parler. Donc on aurait quand même pu se poser la question sur, finalement, le dispositif du laboratoire n'était-il pas fait, finalement, pour empêcher le perroquet et le ménate de parler, et que c'était de très mauvaises conditions. Et donc il y a un autre chercheur qui s'appelle Orval Maurer, qui s'est dit, ben, tout compte fait, peut-être qu'une des choses qui manquait à ces perroquets, à ces ménates pour apprendre à parler, et qui justifierait le succès des assistants ayant adopté ces oiseaux, c'est le fait que l'oiseau a besoin de relations sociales pour apprendre à parler, ce qui est déjà un très grand pas. Et donc, ce chercheur s'est dit, ben, je vais moi-même essayer d'apprendre à un perroquet à parler. Et donc, il a entretenu des relations sociales avec le perroquet. Et tous les matins, comme il était très poli, il s'amenait près du perroquet et il disait « hello » à son perroquet. Et à un moment donné, le perroquet a fini par lui répondre « hello ». Et chaque fois que le perroquet disait « hello », le chercheur Maurer lui a donné une cacahuète. Mais malheureusement,
C'était un bel effort, mais ce n'était pas encore suffisant. Pourquoi ? Parce que le perroquet s'est mis à tornitruer hello à tout bout de champ, sans du tout tenir en compte le fait que c'est pour dire bonjour qu'on dit hello et on ne doit pas dire hello 15 fois à la même personne. Ce qui simplement voulait dire une chose, c'est que d'une certaine manière, le perroquet avait fini par penser que hello signifiait cacahuète, ce qui n'était pas con du tout. Mais ce n'était pas le but recherché. Bon. Alors, ce qui se passe aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas intéressé aux perroquets et aux ménates qui ont été adoptés par les assistants? Parce que ça aurait été une belle recherche, aller retrouver ces assistants, leur demander mais qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez appris à vos perroquets à parler, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a raté dans le laboratoire, etc. Et en fait, c'est là où les scientifiques ont été très très obtus pendant des années, c'est qu'en fait, ces perroquets et ces ménates, et je vais le dire très simplement, avaient appris à parler pour de mauvaises raisons. C'est exactement ça qui est en jeu. C'est-à-dire qu'ils ont appris à parler, non pas selon un protocole rigoureux qui permet d'éliminer tous les facteurs d'influence, les biais, etc., mais ils avaient appris à parler pour de mauvaises raisons. Et donc, le fait qu'ils aient appris à parler pour de mauvaises raisons, eh bien, faisait qu'on ne pouvait pas s'en servir scientifiquement. Ce n'était pas des données scientifiques. Et qu'est-ce qu'on on appelle parler pour de mauvaises raisons? Mais c'est par exemple le fait que les animaux peuvent ruser quand ils apprennent à parler ou quand ils apprennent n'importe quoi. Et ce qu'on appelle ruser, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'utilisent pas les méthodes et les moyens qu'on essaie d'étudier, par exemple la mémoire ou le conditionnement, mais ils utilisent d'autres moyens. Et ces moyens-là n'intéressent pas les chercheurs, donc ce ne sont pas des bonnes raisons pour apprendre à parler, donc scientifiquement, ça ne vaut rien. Alors, c'est, je pense, la question de la ruse et des mauvaises raisons, un des problèmes les plus difficiles à dépasser pour les scientifiques qui étudient les animaux, et notamment qui étudient les animaux en essayant de savoir comment ils pensent. Alors, en fait, très souvent, et c'est là un des gros problèmes du laboratoire, c'est que, d'une certaine manière, ce qu'on fait quand on met un rat dans un labyrinthe, et c'est exemplaire, c'est qu'on va essayer, donc, quand on met un rat dans un labyrinthe, on essaie d'étudier généralement la mémoire. Donc l'apprentissage, c'est voir le conditionnement, en combien de temps l'animal va-t-il mémoriser le labyrinthe auquel on l'a soumis. Or, si l'animal utilise ses compétences propres, qui ne seraient pas de la mémoire, ben, ça veut dire que ce qu'on étudie, ce n'est pas la mémoire, c'est-à-dire quelque chose qui nous intéresse nous, c'est-à-dire un modèle pour les façons dont les étudiants aussi, et les humains en général mémorisent, mais ça veut dire qu'il est en train d'utiliser une technique de rat qui ne nous intéresse pas, puisque ce n'est plus un modèle pour nous. D'où on ne pose jamais la question de savoir comment ils font dans leur modalité propre. Ce que je veux dire par là, par exemple, c'est que les rats, si vous le mettez dans un labyrinthe, ben, il est fort probable qu'il apprendra bien mieux le labyrinthe et bien plus vite s'il utilise une autre technique que celle de la mémoire. Et l'autre technique, par exemple, c'est celle des odeurs. Une fois qu'il est passé dans le labyrinthe, eh bien, le fait qu'il soit passé, il peut retrouver sa propre odeur. Et non seulement il retrouve sa propre odeur, mais on suspecte que les rats non seulement produisent des odeurs, mais produisent des odeurs significatives. Et qu'il n'est pas impossible que quand le rat se trompe et prend une mauvaise branche du labyrinthe, il produit une odeur de frustration qui, lorsqu'il repassera, lui indiquera « attention, pas aller par là ». Et lorsqu'il produit une odeur de satisfaction, donc ce qui veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le rat n'a pas du tout mémorisé le labyrinthe, il a laissé des indices. Il a laissé des indices olfactifs dont nous ne savons aucune idée de la manière dont ils peuvent être perçus, puisque nous n'avons pas de nez qui nous permettent de les percevoir. Alors qu'est-ce que font les chercheurs dans ces cas-là? Ben, c'est très simple. Eh ben, le rat fait une première fois le passage, et puis après on lave le labyrinthe à l'eau de Javel, pour l'empêcher d'utiliser une technique de rat. Et donc on arrive comme ça progressivement à de plus en plus le contraindre à utiliser les techniques de telle sorte à être un bon modèle pour l'humain. Puisque chez nous, c'est la mémoire qui va permettre de nous guider dans le labyrinthe, le rat doit faire le modèle de la mémoire, et donc il faut absolument l'empêcher d'utiliser des techniques qui lui permettraient de réussir dans le labyrinthe sur un mode que nous ne comprendrions pas et dont nous n'aurions pas la maîtrise. Ainsi, par exemple, on a découvert aussi qu'une technique pour les rats d'apprentissage du labyrinthe, et là c'est très problématique pour les contrer, et c'est probablement comme ça que les rats réussissent. Donc quand on croit étudier la mémoire, en fait,
c'est pas du tout la mémoire qu'on étudie, c'est bien autre chose, c'est qu'on a découvert que les rats, en fait, c'était ce qu'on appelle aptophiles, c'est-à-dire qu'ils se frottent toujours le long des murs. Je sais pas si vous avez déjà eu un rat chez vous, ce n'est pas toujours une expérience dont on se réjouit, mais enfin bon, quand ça arrive, ça vaut la peine d'observer. Eh bien, vous constaterez que le rat, et c'est totalement antiproductif, en fait, c'est beaucoup plus dangereux. En fait, il va toujours essayer, il va toujours éviter les centres de pièces, il va longer les plinthes. Il va longer les bords des murs, etc. Et si vous constatez, par exemple, qu'il doit traverser une porte et que la porte est ouverte, eh bien, le rat, vous allez le voir très souvent, au lieu de traverser le mètre que représente l'espace d'ouverture de la porte, il va suivre le chambranle, il va faire le tour de la porte. Alors, ce n'est pas du tout une espèce de cécité par rapport au fait de suivre toujours la ligne. Hein. Ils ne sont pas comme ça. Enfin, peut-être qu'ils sont comme ça, mais enfin, ce n'est pas ça qui le motive. C'est qu'en fait, les rats, semblerait-il, ont acquis une compétence qui est une compétence de sensorialité musculaire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les rats vivent dans des tunnels, dans des égouts, etc. Et pour pouvoir mémoriser le chemin qui va du nid au lieu lointain de ses pérégrinations, eh bien, il n'a pas de moyen de mémoriser facilement ces chemins. Il a soit les odeurs, mais si d'autres rats passent, ce qui arrivera probablement, le chemin par odeur, c'est très dangereux. Enfin, je veux dire, il pourrait vraiment se perdre. Et ce que fait le rat, semblerait-il, c'est qu'il se frotte au mur et il mémorise dans les muscles de son flanc les trajectoires. Et donc, il y a une espèce de cartographie kinesthésique qui va se créer. Donc, quand on interroge un rat et qu'on lui fait courir un labyrinthe, on est persuadé qu'on a un bon modèle de l'humain, alors qu'en fait, le rat, il utilise une technique qui est une technique de rat, mais dont la plupart du temps, on ne peut pas suspecter que c'est ça qu'il a utilisé. Et donc, le rat apparaît comme un bon modèle de l'humain. Et bien sûr, il mémorise évidemment comme un humain, puisqu'il réussit le labyrinthe. Alors, deuxième remarque, je vous disais que pour moi, la récompense, le conditionnement, donc ce qu'on appelle le conditionnement, c'est-à-dire de mettre une récompense à l'issue d'une performance, avait terriblement appauvri, et pendant des décennies et des décennies, le monde de recherche de l'animal. Alors pourquoi? Bien, parce que justement, on ne permet pas, avec la récompense, de poser la question de savoir, tiens, mais est-ce que l'animal pourrait, malgré tout, être intéressé, s'amuser, trouver du plaisir, trouver des satisfactions à faire ce qu'ils font. Tous les rats du monde courent dans tous les labyrinthes du monde, dans toutes les recherches scientifiques, parce qu'ils ont faim, ce qui permet de clôturer la question. Alors, c'est là où des recherches, déjà dans les années 40, auraient pu montrer et suspecter que les rats, finalement, pouvaient être intéressés aux problèmes que nous leur posons, mais ça dépend quel problème on leur pose. Lorsque notamment un chercheur, Léo Crespi, dans les années 40, avait fait une recherche tout à fait par hasard, en fait. Et lui, il essayait d'étudier, il essayait de savoir, mais vous savez, les rats ont été vraiment les modèles pour tous nos comportements, hein, les addictions à la drogue, la cigarette, les médicaments, la dépression, etc. Et il s'était posé la question, est-ce qu'il y aurait moyen de faire jouer des rats à des jeux de hasard? Donc voir si l'addiction au casino, hein, c'était ça le but de la manœuvre, pourrait trouver un bon modèle qui nous permettrait d'expliquer nos addictions aux jeux chez le rat. Et donc il a essayé de faire jouer des rats à la roulette. Enfin, pas des vraies roulettes, vous en doutez bien, là je vais un peu vite. Et puis ça n'a pas marché du tout, les rats n'étaient pas du tout intéressants de jouer à des jeux de hasard, visiblement ça ne marchait pas. Mais en faisant cette recherche-là, Crespi a noté quelque chose. Et il a noté quelque chose qu'il avait découvert par hasard, dont il va reproduire l'expérience, c'est celle-ci. Si vous faites courir un rat dans un labyrinthe et que vous donnez une récompense de 2 petites boulettes à l'issue du labyrinthe, le rat, il vous fait votre labyrinthe, et puis de plus en plus, il le fait un peu plus vite, mais généralement, une fois qu'il a atteint sa vitesse de croisière, il le fait à la vitesse de croisière, il va chercher ces deux petites croquettes de nourriture. Et puis, si vous augmentez soudainement, sans aucune raison, la récompense, vous la doublez ou vous la triplez, au coup suivant, qu'est-ce que vous voyez? Le rat ne suit plus du tout sa vitesse de croisière, il va 3 fois plus vite, sans raison. Et vous pouvez répéter l'expérience, donc si vous-même vous donnez 10 croquettes au départ, le rat, il acquiert la même vitesse de croisière que s'il a 2 croquettes, donc ce n'est pas le nombre qui compte. Et si vous la doublez en cours d'expérience arbitrairement, votre rat, il se met à courir 2 fois plus vite. Et si vous faites l'inverse, que vous lui donnez 10 croquettes et puis que ça, arbitrairement en cours d'expérience, vous diminuez brutalement et vous donnez 5 croquettes, le rat, il se met à se traîner, alors là, il n'a plus envie de jouer du tout. Et Crespi avait parlé à cette époque, pour les 10 croquettes, pour l'augmentation, que les rats pourraient connaître ce qu'il a appelé l'ivresse du succès.
et que dans le cas de la diminution où le rat se met à se traîner, à ne plus vouloir jouer le jeu, que le rat connaîtrait ce qu'il a appelé la déception. Alors, d'autres données semblent aller dans ce sens-là. Il y a une chercheuse, par exemple, qui m'a un jour affirmé qu'elle avait constaté, elle menait une recherche, et cette recherche était ouverte au public. Donc, les publics pouvaient venir regarder les rats courir dans les labyrinthes. Et elle a constaté que lorsqu'il y avait des gens qui regardaient, les rats couraient plus vite que lorsqu'il n'y avait que elle qui regardait. Donc, visiblement, il se passe quelque chose. Il n'y a pas que la récompense. Donc, l'animal peut être motivé. Alors, on ne sait pas par quoi, mais visiblement, la récompense empêche de poser cette question, qu'est-ce qui intéresse nos rats ? Alors, il est vrai que c'est un peu difficile d'imaginer que l'animal pourrait collaborer aux recherches. Et si on dit que l'animal collabore aux recherches, peut-être parce qu'il y a peut-être des questions d'effet d'audience, de prestige ou quoi que ce soit, tout de suite les chercheurs vont vous dire mais non, ça c'est beaucoup trop anthropomorphe, il vaut mieux en rester à la question de la récompense. Vous savez bien que la récompense finalement c'est la garantie d'une certaine manière que vous explicitez le problème en termes scientifiques. Ça qui est intéressant, et un peu dommage dans cette affaire-là, c'est que la récompense en quelque sorte est la garantie de la rigueur scientifique. C'est que tant que vous avez une récompense, vous avez des explications rigoureuses. Et si vous retirez la récompense à ce moment-là, vos explications ne sont plus rigoureuses du tout parce que vous devez commencer à imaginer pourquoi l'animal ferait ce qu'il fait. Et là, vous allez forcément devoir être anthropomorphe. Ou en tout cas, forcément devoir créditer votre animal de compétences, de motivation, d'intérêt, qui ne sont pas des intérêts qu'on reconnaît généralement aux animaux. Alors, il y a une chose qui apparaît d'ailleurs avec cette histoire de récompense, et c'est ce qu'elle limite, et ce qu'elle clôt, et ce qu'elle empêche de poser comme question, c'est d'une certaine manière, en fait, c'est une part empêcher que l'animal ne manifeste de mauvaises raisons d'apprendre, des raisons qu'on ne pourrait pas traiter d'un point de vue scientifique, et deuxièmement, c'est éviter un risque, c'est le risque de ne pas pouvoir utiliser, pour les généraliser, les résultats de l'expérience. Si vous prenez un rat, que vous dites c'est vraiment de la mémoire comme elle fonctionne chez l'humain, vous pouvez généraliser ça à tous les rats et même à d'autres animaux, et puis vous pouvez dire c'est un bon modèle pour la mémoire de l'humain, voilà comment l'humain mémorise, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, ce que permet la récompense, assez bizarrement, c'est la possibilité d'un haut niveau d'abstraction. C'est-à-dire un haut niveau d'abstraction, c'est-à-dire toutes les conditions peuvent même varier, etc., on a le phénomène à l'état pur. Et ce phénomène est transposable d'une situation à une autre. Et si, au contraire, on commence à imaginer que l'animal, par exemple, ferait ce qu'il fait parce que ça l'amuse, ou parce que ça l'intéresse, ou pire encore, et c'est ça dont les chercheurs ont vraiment peur, parce qu'il a envie de faire plaisir à son expérimentateur, ou parce qu'il a envie simplement d'entrer en relation avec son expérimentateur, eh bien, à ce moment-là, vous n'avez plus du tout de théorie scientifique possible, puisque ce que vous avez réussi à produire dans un laboratoire n'est plus du tout transposable ni dans un autre laboratoire, ni généralement. C'est transposable à rien du tout. C'est juste la situation où vous avez eu une bonne entente entre un expérimentateur et un rat, et vous ne pouvez rien en dire de plus. Et en fait, donc, c'est ça, c'est la capacité, je veux dire, la récompense permet de penser que votre théorie et ce que vous avez produit comme données est totalement généralisable. Et j'aime beaucoup, à cet égard, finalement, ce que le primatologue japonais Tetsuro Matsuzawa, que vous connaissez certainement tous parce que son singe Ayumu a défrayé la chronique il y a quelque temps d'ici, puisque c'est un chimpanzé qui arrive à manifester des compétences de mémoire à court terme bien meilleures que celles des étudiants américains universitaires américains qu'on a testés en rivalité avec lui. Donc il doit simplement reconnaître l'ordre de passage d'apparition de chiffres et les cliquer dans l'ordre où ils sont apparus. Et lui, il vous le fait en 2 temps, 3 mouvements, avec très très peu d'erreurs, là où nous, on peine un peu, etc. Et donc, ce que ce primatologue dit à propos des compétences de son singe et à propos des compétences de tous ces animaux qu'on amène dans le laboratoire, que ce soit des singes à qui on apprend à parler, des perroquets, des ménates, etc., eh bien, il dit que le trait commun de tous ces animaux laboratoires, leur intelligence commune, ce qui dénote et comment on pourrait définir leur intelligence, c'est leur capacité à s'adapter
à des styles de vie et à des modes de communication des humains. Qu'en fait, le principe même, c'est que en fait, tous ces laboratoires finalement évaluent, en prétendant évaluer la mémoire, la capacité de parler, la capacité d'avoir une mémoire à court terme, etc. En fait, c'est autre chose qui est évalué dans ces laboratoires. C'est la capacité de ces singes ou de ces perroquets ou de ces ménates à s'adapter à d'autres usages, à d'autres modes de vie et à d'autres intelligences que la leur propre. Et que c'est ça, finalement, qui fait le fond de l'intelligence et qui fait aussi, d'ailleurs, que la réciproque n'est pas du tout juste. Autant ces animaux s'adaptent à nos modes d'intelligence, nos modes relationnels, ils apprennent nos langues, en fait. Ils apprennent nos manières de penser, nos manières de calculer. Ce n'est pas des problèmes de chimpanzés, hein, de pousser sur des petits bancs. Et je ne le conteste pas. Ce que je suis en train de contester, je ne dis pas il ne faut pas apprendre ça ou ça, il ne faut pas apprendre au perroquet à parler. Ce que je suis en train de contester, c'est le fait qu'on ne se rende pas compte qu'en fait, l'intelligence formidable de ces animaux, c'est une intelligence qu'on n'est pas capable de manifester nous-mêmes. C'est la capacité à répondre à des attentes d'une espèce étrangère, à s'y adapter et d'entrer dans le jeu de langage, de cognition, d'exercice et d'usage d'une espèce qui n'est pas la sienne propre. Ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et que donc ça, c'est peut-être que quand on commence à vouloir dire qu'est-ce que voudrait penser pour un animal dans un laboratoire, c'est peut-être déjà ça. Qu'est-ce qui le fait penser? C'est peut-être, en effet, cette énorme possibilité de passer d'un univers de référence à un autre. Donc, ce que mesurent les laboratoires, finalement, pour le dire plus clairement, quand on dit qu'un tel animal est plus performant, plus intelligent qu'un autre, eh bien, en fait, c'est que cet animal s'est particulièrement bien adapté à nous, à nos manières de penser, d'interagir, de fonctionner, ce qui est une forme finalement très intéressante d'intelligence, mais une forme d'intelligence qui n'a rien d'abstrait ni de généralisable. Je vais y revenir plus tard, mais je crois qu'il faudrait déployer plus avant cette intéressante idée. Alors, je voudrais revenir maintenant à la question de qu'est-ce qui peut bien intéresser un animal dans le dispositif expérimental. En fait, jusqu'à présent, je la pose après le dispositif. Et je dis, ben voilà, on pourrait quand même se demander pourquoi le rat a couru, qu'est-ce qui se passerait si on enlevait la récompense, etc., etc. Mais il me semble qu'elle devrait avant tout être posée avant. Comment est-ce que je peux intéresser mon animal? Qu'est-ce qui pourrait bien faire que, d'une certaine manière, ben, je n'ai par exemple plus besoin de récompense ou plus besoin de récompense alimentaire pour obtenir qu'il accepte de collaborer avec moi, ce qui obligerait les chercheurs, évidemment, à ne plus poser des questions idiotes et tout-terrain, mais des questions qui peuvent intéresser leurs animaux. Alors, par exemple, il y a une chercheuse qui s'appelle Irene Pepperberg qui a fait ça avec un perroquet, qui a obtenu de magnifiques résultats avec un perroquet dont on a parlé il y a 2-3 ans d'ici parce qu'il est décédé après 50 ans de bons et loyaux services dans le laboratoire, c'est le perroquet Alex. Et Alex avait appris à parler de manière formidable. Il était capable de compter jusqu'à, je ne sais plus jusqu'où il était, mais 6 ou 7. Il était capable de reconnaître des formes abstraites, des couleurs, de prononcer des phrases qui ont du sens et même d'exprimer des désirs. Par exemple, il disait quelque chose de très joli. Chaque soir, Pepperberg s'en allait du laboratoire et laissait Alex au laboratoire. Et il disait des phrases comme « Bon, ben, je vais aller dormir maintenant, bonne nuit, à demain, Irène », des choses comme ça. Donc, c'était assez intéressant. Et donc, loin d'utiliser la technique de Maurer de prendre à dire « hello » pour une cacahuète, Pepperberg s'est dit « bon, ben, cette technique-là, visiblement, ça ne fonctionne pas, il faut essayer autre chose ». Et elle s'est vraiment posé la question « mais comment est-ce que je pourrais bien intéresser un perroquet à parler? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant de parler pour un perroquet, finalement ?» Ben, il faudrait intéresser un perroquet à parler. Il n'y a qu'une façon de le faire. En fait, il faut se poser une bonne question, c'est en quoi pour nous c'est intéressant de parler? Pourquoi ça nous intéresse? Ben, pour raconter des histoires, etc. Mais peut-être on ne doit pas attendre ça d'un perroquet directement. Mais parler est intéressant, et ça tous les parents d'enfants le savent, parce que ça permet d'obtenir des choses. Ça permet de faire des choses aux autres. S'il y a bien une chose que l'enfant réussit comme prouesse le jour où il se met à parler, qu'il fait beaucoup mieux que quand il pleure, c'est obtenir des choses précises. Quand on pleure, on obtient des choses qui ne sont pas toujours celles qui conviennent. Une fois qu'on est capable de dire « je voudrais du lait, je veux un câlin », etc. Donc c'est, oui, mais avant d'arriver à cette performance-là, de convaincre le perroquet que s'il parle, il aura des choses précises, il y a tout le chemin avant. Comment le convaincre de parler avant? Parce qu'il ne comprendra qu'il obtient des choses que le jour où il parlera vraiment. Donc, comment on fait en attendant? Et Pepperberg était très maligne sur le coup, elle est allée voir des dresseurs de perroquets, parce que dans le laboratoire, aucun perroquet ne parlait, mais les dresseurs de perroquets, ça, ils arrivent il y a assez de perroquets qui parlent pour qu'on sache que les dresseurs connaissent des trucs. Et le dresseur lui a dit simplement une chose, et c'est très joli. « Ah, mais avec les perroquets, c'est pas la peine, ils s'ennuient très vite, en plus, ils sont caractériels, vous n'obtiendrez rien du tout. » À moins d'une chose, il y a une technique qui marche à coup sûr avec la plupart des perroquets, c'est qu'ils ont un sens très aigu de la rivalité.
Donc, il faut jamais apprendre à parler avec un perroquet, ça ne l'intéressera pas. Essayez d'apprendre à parler à un de vos étudiants ou à un de vos assistants, et à un moment donné, le perroquet n'y tiendra plus, il voudra faire mieux que votre assistant. Et Pepperberg a obéi. Et elle a commencé à apprendre, elle a pris un de ses assistants, et elle lui disait, voilà, et c'est quoi ça? Une boîte à lunettes. Et c'est quelle couleur? Brun. Ah, c'est très bien, je te donne une récompense, parce que la récompense, il vaut quand même un petit peu. Et jusqu'au moment où ça a marché, Alex n'a plus tenu. Et avant que l'assistant ait pu parler, il a fait tout de suite. Et donc, Pepperberg a commencé à faire parler Alex. Et à un moment, le problème de la rivalité n'a plus dû se poser. Il est resté sous-jacent parce que c'était très drôle. Elle a adopté des années après 2 autres petits perroquets pour continuer les recherches avec 2 autres perroquets. Et elle a dit qu'elle avait beaucoup ri un jour que Alex, qui normalement était plus ou moins à la retraite, pouvait assister aux leçons des 2 petits perroquets qui venaient d'arriver. Et il y a un perroquet qui dit quelque chose, et à ce moment-là, Alex lui crie dessus en disant « Articule !» Et là, il me semble que la rivalité était restée quand même bien sous-jacente. Mais ce que veut dire, alors c'est ça qui m'intéresse dans cette type de recherche. Vous voyez bien que c'est pas tout rose, c'est une ruse en fait. Elle manipule son perroquet. C'est machiavélique comme truc, hein, de prétendre qu'elle apprend à parler à son assistant, etc. Mais c'est une ruse, d'une certaine manière, qui est intéressante. Et c'est une ruse qui se fonde sur une caractéristique du perroquet, une heureuse faiblesse, dirait-on, une vulnérabilité caractérielle. Mais c'est une ruse qui demande du tact, qui demande de l'attention, et qui en plus n'est pas une ruse violente. Le perroquet pourrait aussi décider de ne pas parler, d'une certaine manière. Je vais dire, c'est pas du tout, il n'est pas affamé. Je ne pense pas qu'affamer un rat soit de l'ordre de la ruse, c'est de l'ordre de la soumission bête et simple. Ici, on a affaire à des pratiques ajustées, qui demandent de l'attention, qui demandent de l'intelligence, et qui misent sur non seulement l'intelligence, mais sur la récalcitrance du perroquet. Ce que j'appelle récalcitrance est en référence à ce que Bruno Latour offrait comme terme au travail notamment qu'on a fait avec Isabelle Stengers et moi-même sur nous considérons qu'une recherche est intéressante quand elle mise sur la possibilité du sujet de résister à la demande qui lui est faite. C'est ce qu'on appelle récalcitrance en référence à un célèbre roman de Melville. Melville, c'est celui qui a écrit Moby Dick, et qui s'appelait, ce petit roman s'appelait Bartleby le scribe, et qui dit tout le temps « I would rather not » ou « I would prefer not », enfin, je préférerais ne pas. Eh bien, une bonne recherche scientifique est une recherche où l'animal pourrait dire « je préférerais ne pas ». C'est pour ça que l'affamer ne permet en aucun cas de dire « je préférerais ne pas », sauf chez quelques individus exceptionnels comme les chats. Alors, je voudrais signaler que depuis quelques années, les choses sont en train de changer et que sous l'influence de choses les plus diverses, on commence maintenant à envisager en effet que d'autres choses pourraient intéresser les animaux et qu'on pourrait peut-être commencer à se poser la question. Et j'ai découvert avec grand bonheur 2 expériences qui ont été menées, une il y a quelques mois d'ici à Londres avec des singes et une il y a 1 an ou 2 d'ici avec des rats à l'université de Chicago. Et ces 2 expériences absolument sont extraordinaires sur un point, c'est qu'elles ont décidé de ne plus récompenser les animaux et de voir est-ce qu'ils acceptent quand même de participer à l'expérimentation. Ce qui est très exigeant parce que si l'animal accepte de participer à l'expérimentation, ça veut vraiment dire qu'en effet, elle est intéressante pour lui. Donc on ne peut plus les soumettre à n'importe quelles expériences. Alors l'expérience avec les singes, c'est très simple, et en plus elle a été faite de manière relativement jolie et contrôlée, c'est qu'on leur présente des tubes, des espèces de tubes en plomb qui sont percés de trous. Et le jeu consiste à amener un dé rouge qui se trouve à une extrémité du tube en forme de labyrinthe jusqu'à l'autre extrémité à l'aide d'un bâton qu'on doit entrer dans les trous et faire circuler, donc je ne sais pas si c'est clair comme ça, faire circuler le dé en le poussant avec le bâton. Eh bien, dans une expérience, on met des noix de cajou, donc le singe peut avoir une noix à l'issue de l'expérience, quand il a réussi à sortir sa noix hors de ce petit labyrinthe en tuyau. Et dans l'autre, on met un dé rouge. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Les singes n'avaient aucune préférence pour le dispositif avec noix qu'ils pouvaient manger que le dispositif avec dé rouge. Donc, en fait, le dispositif est intéressant pour lui-même. Ça les amuse, ça les occupe. Alors, le deuxième dispositif est beaucoup plus sophistiqué. En plus, il implique des rats. On va y revenir. Et c'est un très, très beau dispositif. Des chercheurs ont imaginé d'enfermer, en fait, on amène un rat dans une espèce d'arène, et dans cette arène, il y a une boîte en plexi dans laquelle on a enfermé un autre rat. Et cette boîte se ferme par une espèce de petite porte avec un système assez compliqué de levier. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on constate? Après multiples essais, le rat va accidentellement découvrir comment ouvrir la porte pour délivrer son compagnon. Il délivre son compagnon,
Et puis, ils jouent un peu ensemble, etc. On recommence l'expérience le lendemain. Il le redélivre alors immédiatement puisqu'il a compris. Et on constate qu'on peut répéter l'expérience aussi souvent qu'on veut. Il n'y a aucune récompense. Le rat va d'abord délivrer son compagnon. Mais les chercheurs ne vont pas... Évidemment, il faut toujours imaginer des motifs chez les animaux. Il faut quand même qu'ils... Peut-être que la récompense, c'est le fait de jouer avec son compagnon. Donc les chercheurs très pervers... Mais je le dis en riant, très pervers, parce que c'est quand même intéressant qu'ils aient envisagé cette possibilité, vont dire, eh bien, le rat va délivrer son compagnon, mais son compagnon ne pourra pas le rejoindre dans l'arène. C'est un peu comme au cirque avec les lions. Il sera éjecté de l'arène, donc le rat se retrouvera tout seul. Est-ce qu'il le fait quand même? Pas de problème. Visiblement, c'est délivrer son compagnon. Il se rend compte qu'il y a quelque chose. Alors, quelle est l'hypothèse qui permet de penser pourquoi le rat délivre-t-il son compagnon? Ben, on peut tout imaginer. Certains, donc, pour le moment, il y a plein de recherches sur l'empathie, que c'est la tarte à la crème dans les recherches en éthologie. Tout le monde dit « Ah, l'empathie, c'est merveilleux, les réponses de l'empathie. » Moi, l'empathie, je m'en méfie un peu. Je trouve ça un peu trop simple. C'est un peu comme le terme placebo. Ça n'explique rien du tout. Et ça permet de penser qu'on a tout compris. Moi, peut-être que je dirais des choses plus spéculatives, mais j'y vais toujours un peu trop fort en pensant peut-être qu'il y a quelque chose dans l'ordre du monde qui n'est pas correct pour le rat. Et que ce que fait le rat, c'est remettre un peu d'ordre dans le monde. Mais c'est ma manière très ménagère à moi d'envisager les choses. Alors, ils ont même été encore plus pervers. Il y a 2 boîtes en plastique. Une boîte avec le compagnon rat et une boîte avec bourrée de chocolat. Et je peux vous dire que le chocolat, chez les rats, ça c'est le chemin vers l'enfer, s'il le faut, mais ils adorent ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on a constaté? Pas dans tous les cas, mais dans une bonne proportion des cas. Il va d'abord délivrer son compagnon. Et puis après, il va seulement ouvrir la boîte avec les chocolats qu'il partage avec son compagnon. Alors qu'il aurait tout intérêt à aller d'abord chercher tous les chocolats et puis délivrer son compagnon. C'est vrai qu'il n'y en a plus. Enfin, excuse-moi, j'ai eu un moment d'absence ou de distraction. Eh bien, pas du tout. Ce qui montre donc que finalement, et ce que ces recherches montrent, et ce qui est extrêmement intéressant, finalement, ben, c'est que la récompense, en fait, ben, une fois, tant qu'elle était là, et c'est ce que j'essayais d'argumenter, tant qu'elle était là, elle permettait de ne pas poser certaines questions. Et c'est peut-être là où la science n'est pas toujours très intéressante. C'est quand elle essaye de limiter les questions qu'elle peut se poser parce qu'elle ne veut pas prendre le risque de se poser d'autres questions. Alors que enfin, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais évidemment, c'est tellement plus intéressant de se dire, bon, mais maintenant, on a plein d'hypothèses par rapport à ces rats qui délivrent leurs compagnons ou par rapport à ces singes qui jouent simplement pour le bonheur de jouer ou pour le plaisir de jouer. Et il y a de plus en plus de recherches maintenant d'ailleurs qui demandent aux singes d'être volontaires dans les expériences qui sont menées. Ils doivent se présenter. S'ils ne se présentent pas, ben, ils ne jouent pas. Enfin, ils ne font pas de tests cognitifs. Ou bien certaines expériences dont j'ai parlé en France même, où les animaux vont eux-mêmes se rendre dans la salle d'expérimentation quand ils en ont envie. Et puis ils ressortent et il n'y a pas de récompense ni rien. Ils vont simplement s'occuper. Alors, on peut toujours, évidemment, et je ne serais pas opposée à ça, de dire que ces animaux, en effet, s'ennuient tellement dans les conditions d'enfermement dans lesquelles ils sont, qu'en effet, c'est aussi peut-être un motif, c'est lutter contre l'ennui. Mais des motifs, il y en aura toujours, et j'essaye simplement qu'on les ouvre plutôt qu'on les referme. Alors, je passe les rats. Où en étais-je? Le chocolat, c'est fait. Voilà. Il y a quand même une chose, quand je disais que finalement le conditionnement et la nourriture avaient barré la route à quantité d'hypothèses, et que c'est ça qui me gênait dans le fait qu'on nourrisse les animaux à l'issue des expériences, puisque ça bloque les questions. Parce que finalement, le conditionnement est devenu quelque chose qui est une explication trop chargée. Ce que je veux dire par là, c'est que généralement, quand on parle d'animaux et qu'ils font quelque chose d'intéressant, très souvent, même chez les amateurs, donc visiblement les amateurs sont contaminés à ce niveau-là par les scientifiques, on entend dire « oh ben c'est du conditionnement ». Ah, votre chien a fait ceci, il est capable... Bon, je vous raconte une histoire que j'ai trouvée chez Paul Auster, par exemple. C'est assez joli. Paul Auster a écrit un merveilleux petit livre. Enfin, il n'a pas écrit lui-même. Il a récolté des histoires. Il a mené une émission de radio dans les années 99. Il a demandé à tous ses auditeurs de raconter des histoires, de lui envoyer des histoires qu'il lisait sur les ondes. Et dans ces histoires, moi, j'ai trouvé des histoires d'animaux qui étaient passionnantes. Et par exemple, une histoire, c'est
un bonhomme qui raconte, donc elle devait être vraie simplement ces histoires, qu'un jour il a rencontré une poule dans une rue d'une ville. Et il était tellement intrigué de voir une poule dans une rue, il a suivi la poule, et puis elle a pris la première à gauche, puis la deuxième à droite, et puis elle est entrée dans un petit jardin, il a continué à la suivre, elle est allée frapper à une porte, et puis la porte s'est ouverte, la porte s'est ouverte, et la poule est entrée. Bon ben, et puis l'histoire s'arrête là, et c'est magnifique que l'histoire s'arrête là. Mais seulement, si on arrête l'histoire là, et que j'en parle par exemple autour de moi, ben, tout de suite je vais entendre quelque chose que j'ai pas envie d'entendre, ça. Ça c'est du conditionnement. Vous voyez, c'est le mot qu'on va me dire, la poule était conditionnée. Et donc, ça veut dire que le conditionnement est devenu terriblement invasif. Ça veut dire que ben, la poule n'a pas de volonté, pas du conditionnement, ça veut dire qu'elle a appris bêtement. Je ne suis pas sûre qu'on apprenne d'ailleurs très intelligemment quand on apprend certaines choses, mais de toute façon, le terme conditionnement viendrait clôturer tout. Ça vient clôturer toutes les hypothèses. Et c'est donc là, je me dis, mais tiens, mais est-ce qu'on pourrait redonner au conditionnement une autre définition qui ferait que quand on l'entend, ben, ça devienne quelque chose d'intelligent. Et figurez-vous que c'est vraiment marrant parce que quand je me suis intéressée à cette histoire donc de rats dans les cages qui délivrent leurs compagnons, je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres expériences qui auraient été menées avant parce que ça me paraît tellement intéressant que ce soit récent comme expérience, que c'est nouveau comme façon d'appréhender l'animal. Donc je me suis dit, je vais quand même aller vérifier s'il n'y a pas eu d'autres expériences qui auraient été menées avant, mais qui sont passées inaperçues parce que pas dans l'air du temps, trop anthropomorphe, trop peu scientifique et tout. Et donc je suis allée taper sur le net, rat, pas besoin de récompense, rat, récompense. Bon, j'ai tapé tous les mots possibles, imaginables. Et je suis parlé, donc en suivant cette filière-là, en fait, je suis tombée sur un site de personnes, un forum, de gens qui adoptent des rats et qui donnent des conseils aux autres pour adopter des rats. Et c'est là où j'ai trouvé finalement une définition du conditionnement absolument merveilleuse avec laquelle je suis en plein accord. C'est que sous ces forums où les gens adoptent des rats, on donne des tas de conseils pour quand vous allez chercher votre rat dans l'animalerie. Et ce qu'ils disent, eh bien, c'est que si vous achetez un rat dans une animalerie, il va falloir être très attentif. Pourquoi ? Parce que dans les animaleries, les rats, ils sont généralement vendus, quelques-uns pour faire l'objet d'une adoption et d'un apprivoisement, mais la plupart du temps, c'est pour être vendus à des gens qui ont des serpents. Et quand vous vendez, alors ils expliquent ça très joliment, c'est vraiment très malin ces forums. Et ils expliquent, mais vous savez, si vous vendez un rat dont vous savez que ça va être de la nourriture pour serpents, eh bien, il est déjà identifié comme un objet. Je veux dire, le vendeur lui-même l'identifie comme un objet. Et ça veut dire qu'en fait, ces rats vont être non pas brutalisés par sadisme ou par méchanceté, mais simplement parce qu'ils sont vécus comme des objets. Et je suis en train de parler ici, vous savez, de tout ce qui nous arrive avec l'élevage industriel. Je veux dire, les rapports sont à tisser immédiatement. Et donc, quand les rats sont... Si vous allez adopter un rat, je vous donne plein de conseils, dans une animalerie, sachez que ce rat, probablement, du fait d'avoir été traité comme un objet, a certainement très peur de l'être humain et considère l'être humain comme un ennemi. Et donc, le premier travail que vous devez faire, si vous adoptez votre rat et vous voulez que ça se passe bien, c'est les premières semaines, vous allez devoir le convaincre que vous n'êtes pas un ennemi, ou en tout cas que tous les humains ne sont pas des ennemis. Et donc, et alors ce qu'ils expliquent, c'est que vous devez apprendre que tous les humains ne sont pas des ennemis, et pour gagner la confiance de votre rat, tous les jours, vous allez devoir lui offrir un peu de nourriture, si possible du yaourt à la cuillère. Pourquoi ? Parce que pour ne pas justement que le rat soit trop vite en contact avec vos mains, parce que ça c'est trop effrayant pour lui. C'est fin, c'est joli comme truc. Mais là, je me suis dit, c'est un conditionnement. Allez, tous les jours, votre rat, vous allez devoir vous en approcher tous les jours d'1 centimètre de plus pour lui apprendre la confiance en vous, en lui donnant de la nourriture. C'est un conditionnement. C'est l'essence même de ce que les behavioristes font, c'est-à-dire obtenir d'une certaine manière que le rat fasse certaines choses, c'est-à-dire s'approche de vous, volontairement, parce qu'il y a une récompense à la clé. Mais c'est une toute autre définition du conditionnement, parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ce rat ? C'est-à-dire, en effet, lui donner le sens de la récompense, mais aussi lui donner le sens de ce que c'est qu'un don. Parce que quand une récompense vient pour construire de la relation et pour construire de la confiance, je pense qu'on n'est plus du tout dans ce qu'on appelle le renforcement. Oui, on est toujours dans le renforcement, mais le renforcement, à ce moment-là, devient de l'ordre du don et de la construction d'une relation de confiance. Et si on remettait maintenant alors le conditionnement dans l'épreuve du laboratoire comme quelque chose qui construit de la relation et de la confiance, et quand le rat reçoit, comme chez Crespi, c'est là où Crespi m'aide avec ses renforcements augmentés, etc., comme quelque chose qui est de l'ordre relationnel, peut-être que ça devient une toute autre histoire.
Et d'ailleurs, ces fameux chiens de Pavlov, je ne sais pas si vous vous souvenez, Pavlov et la cloche, là, les chiens à qui on sonne la cloche et on le voit saliver. Donc Pavlov, c'est un psychologue, enfin, c'était pas un psychologue, c'était un neurophysiologue russe, fin 19e, début 20e, qui avait conditionné un chien. Il avait constaté que quand le chien, en fait, on lui amenait la nourriture, il se mettait à saliver au moment où la gamelle, où il entendait le bruit de la gamelle. Et puis il a eu l'idée de le conditionner, sonner la cloche chaque fois qu'il lui donnait de la nourriture, et puis on a constaté que le chien, rien qu'au bruit de la cloche, salivait. C'est ce qu'on a appelé, c'est les premiers conditionnements, si vous voulez. Le chien est le conditionné. Eh bien, on a constaté une chose, on a recommencé l'expérience il y a quelques années d'ici, et on a constaté qu'en fait, c'est le bruit de la cloche pour le chien, c'était pas du tout la signification de la nourriture. Pavlov pouvait penser que c'était la signification de nourriture parce qu'il voyait son chien saliver, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le chien, il était totalement attaché. Donc il ne pouvait pas bouger du tout. Et les chercheurs ont recommencé l'expérience, mais en laissant le chien tout à fait libre. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que le chien, ce n'était pas la nourriture qui l'intéressait, c'était la relation humaine. Et qu'en fait, quand sonnait la cloche, le chien devenait tout fou, tout joyeux, il se mettait à faire tous les mouvements que les chiens font quand ils vont jouer, c'est-à-dire battre la queue, commencer à taper de la patte, etc., etc. Et que pour ce pauvre chien de Pavlov, tout seul toute la journée, la nourriture pour lui, ce n'était pas vraiment ça la récompense, c'était le fait qu'enfin un humain venait s'occuper un peu de lui. Donc, qu'est-ce qu'on appelle conditionnement? Mais ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, il est 18h07, je vais commencer à aller tout doucement vers la fin et aborder peut-être deux derniers points. Je vais laisser tomber peut-être le mot penser pour le moment, et donc je suis toujours avec la même question, hein. Qu'est-ce que ça veut dire penser comme nous? Qu'est-ce que ça veut dire créer comme nous? Qu'est-ce que veut dire le comme nous dans cette affaire-là? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça recouvre? Comment on l'obtient? Qu'est-ce qu'on est obligé de supprimer, de taire, de faire taire pour pouvoir créer ce comme nous? Et je suis tombée il y a 2-3 ans d'ici sur une image du National Geographic qui m'avait profondément troublée. Voilà le titre de l'article Behind the Lens de Grieving Chimps. Et qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'est le fait que dans un sanctuaire au Cameroun, vous avez peut-être vu, certains d'entre vous, parce que ça avait beaucoup circulé sur la toile, je crois que c'était en 2009, oui, le 28 octobre 2009. En fait, ce qui s'est passé, c'est une photo qui a circulé sur la toile, parce que c'est dans un sanctuaire, il y a une chimpanzé qui était très très aimée par les autres chimpanzés. Donc un sanctuaire, c'est un endroit de réhabilitation, en principe de réhabilitation, c'est-à-dire que tous les chimpanzés qu'on confisque à des gens, soit qui sont abandonnés, soit qu'on confisque à des contrebandiers et des choses comme ça, ben, on les met dans un endroit en espérant à un moment donné pouvoir les ramener à la nature. C'est en général l'échec, et donc finalement les chimpanzés finissent leur jour dans le sanctuaire, qui est un endroit où on s'occupe d'eux mais qui est en semi-liberté. Et il y a une des femelles qui est décédée, cette femelle avait 40 ans et était particulièrement adorée par les autres chimpanzés. Et ça a vraiment profondément ému les soigneurs et tous ceux qui étaient présents. Ils ont voulu, ce qui est assez exceptionnel et qui est une très très jolie initiative, pour que les chimpanzés sachent ce qui était arrivé à cette femelle, qu'elle était morte. Au lieu de scamoter son corps, ils l'ont amené et comme vous le voyez ici, je regarde là mais vous regardez ici, ils ont amené le corps et ils ont présenté le corps de la chimpanzé morte aux autres. Et les chimpanzés sont normalement très bruyants, très excités, enfin c'est des loupards comme pas possible. Et là, ils ont tenu un silence mais absolument incroyable. Et dans les jours qui ont suivi, ils ont raconté aussi que les chimpanzés avaient été beaucoup plus calmes et certains parlaient de tristesse. Et donc, il y a eu plein de débats qui ont suivi ça en se disant, mais enfin, là, est-ce que les chimpanzés ressentiraient de la tristesse face à la mort? Et certains disaient, est-ce que les chimpanzés pourraient connaître l'expérience du deuil, finalement, et peut-être une certaine conscience de ce que veut dire être mort, de ce que voudrait dire, ben, on n'est plus là. Alors, bien sûr, quantité d'expériences ont été convoquées dans les débats, notamment le fait que les éléphants prêtent énormément d'attention aux os. Ce sont des histoires qui reviennent assez souvent dans ces cas-là, que les éléphants, il y a des cimetières d'éléphants, que les éléphants sont très attentifs aux os qu'ils rencontrent, les os d'autres éléphants qu'ils rencontrent. Certains chercheurs prétendent, mais on n'a jamais pu le prouver, il n'y a aucun moyen de le mettre à l'épreuve expérimentale de manière fiable, que quand ce sont des os d'éléphants familiers, les éléphants restent beaucoup plus longtemps, les sentent beaucoup plus longtemps que si ce sont des éléphants qui sont d'une troupe éloignée, etc. Donc tout ça est revenu. Et on a même parlé d'éléphants qui d'ailleurs déposaient des fleurs et des petits objets auprès d'une compagne morte. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir, je suis allée voir sur tous les blogs qui discutaient de cette question, et j'ai remarqué qu'il y a une critique qui revenait tout le temps pour dire « mais non, les chimpanzés ne connaissent pas le deuil comme nous, etc. » Pourquoi? Ça vaut pas parce qu'ils l'ont pas appris tout seuls. C'est ce qu'ils disaient.
Ah ben c'est les soigneurs qui ont apporté le cadavre d'une certaine manière, qui ont sollicité, c'est ce qu'on dit, hein, c'est le terme qui était utilisé, ils ont sollicité le comportement des chimpanzés afin qu'elles comprennent sa disparition. Donc c'est pas vraiment du deuil, mais une réaction à ce qui avait sollicité les chimpanzés. Alors moi, j'ai tout de suite eu envie de répondre, et d'ailleurs je suis intervenue sur les blogs, ce que je ne fais en principe jamais, mais tellement j'étais irritée à ce moment-là par cette bêtise de cet argument du tout seul, parce que nous, évidemment, on doit faire tout seul, ce qui est absolument faux, mais les animaux donc ne peuvent, s'ils ne font pas tout seuls, s'ils font avec nous, tout à coup, c'est suspect. Et j'ai voulu rappeler d'abord que solliciter, ça devrait peut-être nous faire hésiter, parce que la racine étymologique commune entre solliciter et sollicitude, elle est tellement forte, elle est tellement présente, que je trouve quand même qu'il faudrait peut-être se poser la question de savoir, mais est-ce que nos chagrins à nous ne sont pas sollicités? Comment est-ce que nos propres deuils existent? Et moi qui me suis beaucoup intéressée aux questions du deuil, ben, je me demande si on ne devrait pas ici, je vais de nouveau référer à William James, donc celui-là même qui disait que les idées, ce n'est pas ce que nous pensons, mais ce qui nous fait penser, eh bien, je me demande si les chagrins, et notamment les chagrins face à la mort, n'ont pas comme condition d'existence de la sollicitude à leur égard. Je veux dire par là, serions-nous tristes comme nous sommes tristes s'il n'y avait eu quelqu'un pour nous apprendre à être tristes en nous consolant? Et je ne pense pas qu'il y ait de tristesse, en tout cas de ce type-là, sans qu'il y ait des consolations. Je ne peux pas savoir qui est premier, est-ce que c'est la tristesse ou est-ce que c'est la consolation? Je ne peux pas, en tout cas, je n'ai aucune garantie que la tristesse est première par rapport aux consolations. Je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre plutôt d'un agencement et il peut y avoir des tristesses sans consolation, mais je pense qu'à l'origine de la tristesse, il y a eu aussi, en même temps, la possibilité de consoler et que c'est ça qui donne forme à la tristesse. Et donc, finalement, la responsabilité des soigneurs dans cette affaire-là, c'est qu'ils ont appris à répondre au chagrin des chimpanzés, mais répondre peut vouloir dire aussi solliciter ce chagrin, parce qu'une fois qu'ils l'avaient sollicité, ils avaient les moyens d'y répondre, d'une certaine manière, par rapport à la disparition. Et alors, peut-être qu'en effet, ce qui est arrivé dans cette histoire, dans ce sanctuaire, c'est que des chimpanzés sont devenus tristes avec des humains, parce qu'on ne m'enlèvera pas non plus de l'idée que ces soigneurs, s'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils étaient profondément tristes aussi, et qu'ils ont peut-être voulu partager la tristesse avec les chimpanzés. Mais alors, la question, bien sûr, qui revenait dans ces blocs, est-ce que les chimpanzés sont tristes comme nous? Est-ce que c'est le même deuil? Mais alors, c'est là la question que je pose, c'est qui ce nous? Est-ce qu'on est tous tristes de la même manière? Est-ce que le deuil, cette épreuve qui définit la tristesse de la perte, est-ce que c'est l'expérience qui caractérise tous les humains? Je crains que justement le nous du comme nous va commencer à poser un sérieux problème et soit non seulement abusif, mais grossier et peut-être ethnocentriquement, enfin en tout cas très ethnocentrique et peut-être même très violent. Parce qu'il y a quand même des cultures, je ne vous apprendrai sans doute rien, où le départ d'un ancien peut être une occasion de tristesse, mais également de joie. Ah, enfin, il est libéré de toute cette charge de la vie d'ici-bas, et puis il va revenir bientôt sous la forme d'un bébé. D'ailleurs, des cultures où, aux fêtes rituelles, les bébés et les vieillards sont mis au même endroit, dans la même case, parce qu'on pense qu'ils se connaissent déjà. Puisque les bébés, c'est les vieillards qui viennent de mourir, et les autres ne tarderont pas à les suivre. Donc en fait, c'est des copains, les bébés et les vieillards. Donc c'est la même génération, et donc il est normal. Donc, je vais dire, on peut avoir de la tristesse à la mort de quelqu'un, mais on peut aussi avoir de la joie à l'idée, il va bientôt revenir, etc. Ou alors, quand on voit chez les aborigènes, et de manière plus explicite encore chez les Manouches, qui évoquent leurs relations disparues dans un très très beau livre écrit par l'anthropologue Patrick Williams, qui est le titre du livre, c'est « Chez nous, on n'en parle pas ». Est-ce que c'est le même deuil quand on ne peut pas prononcer le nom du mort une fois qu'il est disparu, qu'on doit brûler tous ses objets, qu'on ne peut plus jouer avec ses jeux, certains font même l'effort de ne plus manger les nourritures qu'ils préféraient pendant quelque temps et de ne plus jouer les musiques qu'ils jouaient? Pensez à Django Reinhardt, ça n'a pas été simple cette histoire-là et ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser, c'est une terrible transgression. Donc chez les Manouches, nous on n'en parle pas. Est-ce que c'est le même deuil que celui que nous éprouvons nous? Et qui est ce nous? Est-ce que même dans cette salle-ci, je peux avoir des garanties alors que je pense qu'il y a des gens qui viennent d'autres cultures, que ce que moi j'appelle deuil et ce que d'autres personnes appelleront deuil, c'est bien la même chose. Donc si on dit est-ce que les chimpanzés sont tristes comme nous, finalement, c'est qui ce nous? Est-ce que ce nous ne mériterait pas à ce moment-là d'être visité sérieusement? Et par exemple, la façon
Qu'est-ce que ça veut dire être mort? Qu'est-ce que ça veut dire avoir du chagrin quand quelqu'un est mort? Qu'est-ce que ça veut dire être triste de la perte? Ben, on remarquera que chaque culture a inventé des réponses originales et que peut-être à ce moment-là, quand on dit les chimpanzés comme nous, ben c'est peut-être quelque chose d'intéressant qui est en train de se produire. C'est plus du tout un comme nous de l'analogie, c'est un comme nous qui vient s'ajouter à une multiplicité de façons de faire comme nous. Puisque le comme nous est déjà problématisé quand on n'est rien que chez les humains. Et donc si je dis les chimpanzés peuvent être tristes comme nous, ça ne veut pas dire qu'ils sont tristes de la même manière que nous, ça veut dire qu'ils sont tristes d'une certaine manière, qu'ils commencent à devenir tristes avec nous. Alors la question de savoir, pour en revenir et conclure par rapport à ce que j'avais commencé, est-ce que les animaux pensent ou pensent comme nous? Ben, lorsqu'elle arrive au laboratoire, ben, peut-être que le même glissement devrait être opéré. Est-ce que le comme nous désigne quelque chose qui a une réelle consistance? Par exemple, on peut dire, il y a une expérience qui est très célèbre avec les chimpanzés, qui est une expérience qui date des années 78, mais qui a été répétée, parce qu'elle est en plus très amusante, et puis les chercheurs s'en donnent à cœur joie. On a appris aux chimpanzés à mentir dans les laboratoires. C'est très amusant. Il y avait eu quelques données de terrain qui faisaient penser que les chimpanzés et d'autres singes peuvent mentir. Et en fait, on s'est dit, bon, sur le terrain, ça reste très anecdotique, c'est pas contrôlé, il y avait peut-être moyen d'avoir des autres interprétations, etc., etc. Donc, on va essayer d'éprouver ça au laboratoire, on va mettre ça dans des conditions où on a une réponse claire au fait que le chimpanzé mente. Alors, l'expérience est très simple, enfin, très simple, il faut déjà la mettre en place. C'est 2 expérimentateurs, A et B. Un des 2 expérimentateurs, en l'absence de l'autre, cache de la nourriture en présence du chimpanzé dans une boîte ou quelque chose comme ça, sort. Le deuxième expérimentateur entre et demande au chimpanzé, dis-moi un peu où sont les friandises. Le chimpanzé lui montre. Si l'expérimentateur mange toutes les friandises et envoie le chimpanzé balader en disant « mais non, c'est pour moi », au coup suivant, on répète l'expérience, le chimpanzé lui montre une fausse cachette. Et pendant que le chercheur cherche dans la fausse cachette, il va vite bouffer les friandises dans la vraie cachette. Si le chercheur partage avec lui, il lui montrera où c'est. Donc, on appelle ça un mensonge. Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Mais qu'est-ce qu'il imiterait? Attendez, je crois que peut-être que j'ai mal expliqué. Donc, si le chercheur partage la nourriture avec lui, les bonbons avec lui, il va lui remontrer où est la vraie cachette. Mais ce même chimpanzé, si le chercheur ou un autre chercheur ne partage pas, il va lui montrer une autre cachette pour lui manger. Et donc, il n'imite personne puisque c'est lui qui a inventé cette stratégie-là. Oui, mais c'est ça qu'on appelle mentir. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, bien sûr qu'il y a une rétorsion, etc. Donc, vous voyez le problème en termes moraux. Et moi, je le vois en termes cognitifs. Voilà. Et vous avez raison. En plus, c'est vraiment marrant parce que vous le voyez exactement comme... en fait, le problème du mensonge, il y a une anecdote chez Darwin, au 19e, qui va considérer, qui va raconter une histoire où un singe a menti. Donc, il raconte que c'est un singe, je ne sais plus ce que c'était comme singe, à qui le gardien avait dit « tu ne touches pas à l'orange ». Et le gardien avait laissé l'orange dans la cage. Allez savoir pourquoi le gardien s'amuse à faire ça. Mais je crois que c'était une petite expérimentation pour voir. Et puis, le gardien revient et qu'est-ce qu'il voit? Non seulement il n'y a plus d'orange, mais il n'y a plus d'épluchures. Et le singe avait caché les épluchures pour ne pas qu'on se doute qu'il avait volé l'orange. Donc, il a menti, il a caché les épluchures. Demi-mensonge. Il aurait... Bon, mais de toute façon, il a caché les épluchures. Et Darwin va faire l'hypothèse, lui, il va faire une hypothèse morale, ce qui est très intéressant. Il dit... non, il a dit... Ce que Darwin disait, c'est... Il a déjà un précurseur de la honte. Ça, c'est l'hypothèse que Darwin va faire. Donc, il va mettre l'hypothèse sous un registre moral. Alors que nous, on va plutôt mettre l'hypothèse, les chercheurs contemporains vont plutôt mettre l'hypothèse sous un registre cognitif. Ce qui est assez intéressant, c'est que la même histoire peut en effet faire l'objet d'une interprétation morale ou d'une interprétation cognitive. Et qu'est-ce que c'est l'interprétation cognitive? Parce que il faut comprendre ce que cherchent ces chercheurs. Pourquoi est-ce qu'on cherche à faire mentir les chimpanzés? Ce qui est quand même pas très joli.
Hein, on aurait pu les laisser à l'état de nature innocent, mais ils ne sont pas plus innocents que ça dans la nature, ce sont des fiefs menteurs aussi. Eh bien, en fait, pour eux, le mensonge traduit une compétence cognitive très sophistiquée. Pourquoi? Parce que si vous mentez à quelqu'un, ça veut dire que vous savez que ce qu'il a dans sa tête, ce n'est pas la même chose que ce que vous avez dans votre tête. Ça demande cette compétence-là. Et c'est très compliqué comme compétence à acquérir. C'est ce qu'on appelle une compétence de registre de l'intentionnalité de second niveau, si mes souvenirs sont bons. Bon, comment est-ce qu'on éprouve cette compétence chez les enfants? Les recherches sont controversées maintenant, on dit que c'est plus très bon, mais je vais raconter comme c'est parce qu'on va se remplir. C'est l'histoire de la petite, de l'expérience. On fait à des enfants, est-ce qu'on va demander aux enfants, sans passer par le mensonge, est-ce qu'ils sont capables de savoir que ce qu'il y a dans la tête d'autrui, c'est pas la même chose que ce qu'il y a dans leur tête? Voilà. Donc, est-ce qu'ils sont intentionnels? Est-ce qu'ils sont mentalistes? C'est le mot qu'on utilise. Est-ce qu'ils sont mentalistes? Donc, savoir que ce que l'autre a dans la tête, c'est pas la même chose que ce que vous avez dans la tête. Et si vous mentez, ça veut dire que vous le savez, ça. Alors, donc ça veut dire que les enfants en dessous de 3 ans, en principe, ne seraient pas capables de mentir. Donc, ils disent même 4-5 ans. L'expérience est la suivante. Une petite fille ou un petit garçon, soit en dessous de 4-5 ans, soit au-dessus de 4-5 ans, c'est pas puisqu'on essaie de délimiter l'âge où on devient mentaliste ou intentionnaliste, ou en tout cas on est capable ou si on a une théorie de l'esprit, voilà le terme exact. Devant la maman est là, la petite fille est là, souvent avec des petites filles, je ne sais pas pourquoi, et on a une expérimentatrice prend une poupée, devant la maman cache la poupée dans un coffre. On demande à la maman de sortir, la petite fille reste avec l'expérimentatrice dit à la petite fille, on va changer la poupée de coffre. Elle change la poupée de coffre, elle l'a mis dans un autre coffre. La maman revient et on demande à la petite fille, dans quel coffre ta maman va-t-elle chercher? Si la petite fille a une théorie de l'esprit, elle dira dans le premier coffre, parce qu'elle sait que sa mère ne sait pas que la poupée est dans le deuxième coffre. Si la petite fille plus jeune n'a pas encore de théorie de l'esprit, elle dira dans le deuxième coffre, puisqu'elle ne sait pas que ce que sa maman a dans sa tête n'est pas la même chose que ce qu'elle-même a dans sa tête. Donc c'est ça que ces chercheurs cherchaient avec la théorie du mensonge. Ce n'était pas du tout prouvé que le chimpanzé peut mentir, c'est simplement essayer de voir est-ce que les chimpanzés ont, comme les humains, parce que c'était normalement le privilège de l'humain, conscience d'eux-mêmes et une théorie de l'esprit. C'est-à-dire conscience d'être soi, et que quand on est soi, on n'est pas autrui, et que les autres n'ont pas la même chose que soi dans la tête. Donc le mensonge n'est que le médiateur, en fait, d'une certaine manière, n'est que l'intermédiaire, l'outil, le moyen de montrer que les chimpanzés auraient une théorie de l'esprit. C'était le but de cette manœuvre. Et donc on a dit, après avoir réussi ces expériences, eh bien, voilà, très bien, les chimpanzés ont une théorie de l'esprit. La preuve, c'est qu'ils sont capables de mentir, ce qui signifie en effet qu'ils ont conscience que ce que les autres ont dans la tête n'est pas la même chose que ce qu'eux-mêmes. Ils sont donc comme les humains. Or, j'ai découvert récemment, en 2011 exactement, que des chercheurs se sont quand même posé la question de savoir, mais avoir une théorie de l'esprit, est-ce que c'est, comme on le pensait, un universel humain, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est acquis culturellement? Et donc, des anthropologues se sont réunis de plusieurs cultures, et certains sont revenus en disant, eh bien, il y a, chez les Upramines de Nouvelle-Guinée-Papouasie, les gens n'ont pas de théorie de l'esprit. Non pas parce que ça leur manque, mais parce qu'ils circulent avec une autre façon de penser le monde, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de théorie de l'esprit chez les Upramines? Ben, ça veut dire que, en fait, ils ont ce qu'on appelle la théorie de l'esprit opaque. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que ce que les autres ont dans la tête leur sont totalement inaccessibles, donc on ne peut pas deviner les intentions. Si vous avez une théorie de l'esprit, vous pouvez aussi deviner ce que les autres ont dans la tête en les observant, en observant leur comportement, etc. Donc savoir que les autres ont quelque chose de différent dans la tête que vous, c'est aussi savoir que vous pouvez non pas le savoir en soi, mais en observant les autres. Et bien pour eux, ils ont une conception comme quoi, d'une certaine manière, les intentions des autres, vous ne pouvez jamais les deviner. Et quand on leur demande, mais d'une certaine manière, est-ce que si vous demandez aux autres quelles sont leurs intentions, à ce moment-là, vous saurez, eh bien ils répondent, ah ben non, parce que même si quelqu'un donne ses intentions ou ses raisons d'agir ou ce qu'il compte faire, eh bien en fait, disent-ils, il y a tellement de choses qui se passent entre le cœur qui va exprimer l'intention et la bouche qui va dire l'intention pour que la parole soit digne de confiance. Et donc, pour ces personnes, et il y a d'autres cultures où c'est le cas aussi, eh bien, je crois que c'est en Mélanésie, vous n'avez aucun mot pour dire promesse,
et il y a toute une partie donc, du vocabulaire qui manifeste la possibilité d'échanger sur les intentions, etc., qui n'existe pas dans leur vocabulaire. Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'une théorie de l'esprit pour se coordonner, ce qui montrerait que, donc oui, par exemple, il y a ce que Joel Robbins, qui est l'anthropologue des Upramines, dit, il ne parle ni de promesses, ni de remerciements, parce que ça supposerait des intentions, ni d'excuses, ni de mensonges, ça n'existe pas. Je ne dis pas qu'on ne ment pas, je dis simplement que le mensonge n'est pas reconnu comme mensonge, parce que le mensonge supposerait la volonté de mentir. Donc vous pouvez faire des erreurs, mais vous ne pouvez pas mentir. C'est extrêmement intéressant. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que si la théorie de l'esprit est quelque chose de culturellement acquis, et je pense qu'elle est bien acquise chez nous, notamment par toute une tradition judéo-chrétienne, faite de confessions, faite de journaux intimes, etc., où on ne cesse pas de s'interroger soi-même sur ses propres intentions, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent, etc., et que d'autres cultures n'ont pas de théorie de l'esprit, ben à ce moment-là, on doit quand même se poser la question de savoir, mais en fait, quand on dit que les chimpanzés, comme nous, comme les humains, sont mentalistes ou ont une théorie de l'esprit, ben on est de nouveau allé trop vite en besogne. Et on est allé trop vite en besogne, pourquoi? Parce que le comme nous, en fait, n'est pas allé trop vite sur le rapport entre les chimpanzés et les expérimentateurs, il est allé trop vite sur le rapport entre les expérimentateurs et le reste des humains. Et que d'une certaine manière, on peut dire que, d'une certaine manière, oui, c'est ça, que les chimpanzés, dans les laboratoires, ont une théorie de l'esprit semblable à celle de leurs scientifiques. Et que donc, dans les laboratoires, mais quand on parle de penser comme un rat, ce sera ma conclusion, ou avoir une théorie de l'esprit, ou mentir, etc., eh bien, d'une certaine manière, et on revient à cette phrase du primatologue Matsuzawa, qui disait que finalement, ce que les animaux apprennent dans nos laboratoires, c'est à fonctionner, entrer en relation avec nous. Et donc, ben, penser comme un rat, oui, mais pas comme tous les humains, mais je crois qu'un rat qui pense comme un rat, qui pense comme un humain, c'est avant tout un rat qui pense d'une certaine manière comme un expérimentateur qui le soumet à un dispositif. Un singe qui a une théorie de l'esprit, il a la même théorie de l'esprit que l'expérimentateur dans le dispositif et qu'on ne peut pas aller plus loin que cela. Voilà, je vous remercie et je vous laisse poser les questions. Et donc le micro est là pour les questions. Oui, du coup, c'était par rapport à la dernière expérience que vous avez décrite. Je suis là. Est-ce que c'est déjà arrivé que le chimpanzé mange les friandises avant que le deuxième chercheur arrive? Plus que probablement, oui. D'accord. Et je vous dis plus que probablement oui, parce que je connais ces fiefs coquins qui n'attendent qu'une occasion, c'est de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et que, en fait, les résultats expérimentaux, en général, sont des résultats, c'est la pointe de l'aiguille qu'on nous donne. Vous savez, par exemple, les singes qui ont appris à parler, ben pour un singe qui parle, il y a 150 qui ne veulent pas parler. Enfin, ce que j'appelle parler avec le langage par ordinateur. Et donc, ce qu'on nous présente comme résultat, ce sont les succès. Mais on ne parle pas généralement de tous ceux qui ont foutu le bordel, qui ont refusé, qui n'ont pas du tout, enfin, etc. Donc en fait, quand on travaille avec ces animaux-là, on travaille avec des êtres exceptionnels. Et donc c'est quel pourcentage? Ah oui, ça vous pouvez me demander un pourcentage d'une question que je ne me suis jamais posée. Mais je suppose simplement. Alors ça dépend pourquoi. Si c'est par exemple la reconnaissance dans le miroir, qui est une expérience qui a été faite assez souvent chez les chimpanzés, je pense que le pourcentage de réussite est de l'ordre de 1 sur 20 ou quelque chose. Non, 3, 4, oui, ça y est, je n'ai plus les chiffres en tête, je l'avais à un moment donné. Mais déjà, il y a la moitié qui ne se reconnaissent pas eux-mêmes, mais qui ont le sens du miroir. Et puis de là, on descend vraiment très fort. Pour les pies, par exemple, reconnaisseuses dans le miroir, là j'ai les chiffres, il y en a 2 qui se reconnaissent dans le miroir sur 5 pies. 3 ne se reconnaissent pas. Donc ça, les chercheurs ont en principe certains chiffres, mais ils savent que trouver l'individu qui va faire et qui va jouer le jeu, ben c'est des individus exceptionnels, c'est pas tous les chimpanzés. Là, vous dites jouer le jeu, donc ça veut dire que les autres seraient autant capables. Attends, Pauline, tout le monde t'entend pas.
vous dites jouer le jeu, donc ça veut dire que les autres, tous ceux qui refusent, seraient autant capables que l'être exceptionnel d'une certaine... Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas. peut- On ne sait pas. Ou On bien sait ils pas. n'ont pas envie, ou bien. Et puis, peut-être que c'est. Non, ils ont peut-être pas envie, ça les intéresse pas, ou ils sont peut-être pas très doués, ou c'est pas là-dedans qu'ils sont doués, parce que c'est quand même un don très particulier. Hein, enfin, je veux dire, c'est là où ça vaut la peine de toujours bien rappeler que c'est des trucs qui sont les nôtres, quoi. Que si. On ne sait pas voler, nous. Et pourtant, les oiseaux ne nous traitent pas de cons. Enfin, ou s'ils le font, on les comprend pas. Et ce serait pourtant intéressant de temps en temps s'entendre traiter de con parce que la manière de voler, et ça Jean-Christophe Bailly le rappelle aussi, voler dans un avion, ça n'a rien à voir avec le fait de voler, quoi. C'est juste négocier avec les lois de la gravité, mais c'est rien à voir. Et donc c'est ça qu'il faut tout le temps se rappeler, c'est que nous les amenons dans des problèmes qui sont les nôtres, ce qui pour moi n'est pas critiquable en soi. Ce qui est critiquable, c'est d'en faire des mesures de l'intelligence et de les renforcer en fait dans une espèce de boucle tautologique. Est-ce qu'on a déjà essayé de communiquer avec les animaux, mais à leur manière, comme eux, ils communiquent entre eux? Est-ce qu'on a déjà essayé de, par exemple, de ne pas personnifier les animaux, de leur dire comme quoi ils devraient avoir une intelligence humaine, mais plutôt essayer d'être comme eux? Enfin, je sais pas si c'est... Alors, ce serait injuste de ma part de ne pas citer tout le monde, mais ça va être difficile. Alors, il y a des recherches qui sont entreprises depuis des années avec les dauphins, où ils ont essayé de reproduire des sons de dauphins pour commencer à communiquer avec eux. Je ne sais pas du tout où elles en sont maintenant. Je sais aussi. Alors, à minima, c'est les chercheurs enregistrent des bruits d'oiseaux et les reproduisent en les modifiant un peu pour essayer de comprendre ce que les oiseaux racontent. Et ça, c'est donc ils ne vont pas siffler eux-mêmes parce que ça, on n'est pas assez compétent. Mais ils vont donc faire des enregistrements et puis ils vont varier l'intensité, la fréquence, etc. En essayant notamment de comprendre mais qu'est-ce qui compte pour un oiseau. Alors il y a par exemple Thierry Aubin qui raconte une histoire absolument merveilleuse. Ça, c'est une histoire où on voit que certains éthologistes sont des poètes. Ce sont vraiment des poètes à certains égards. Donc il essayait, je pense qu'il travaillait avec l'alouette des champs. Et pendant des années, il essayait de savoir qu'est-ce qui code dans le chant de l'alouette des champs et qui fait que ce qu'elle dit est compris par les autres alouettes. Et donc, si par exemple, vous passez le chant d'une alouette des champs mâle à son voisin, ben, vous aurez une réaction. Par exemple, si c'est un chant qui dit attention, je suis chez moi, tu t'approches pas, etc. Donc, vous aurez une réponse en fonction de ça. Et puis, il se dit, mais qu'est-ce que je dois changer pour que ça signifie plus ça? Et ils ont commencé à changer. Alors, il dit, on a travaillé pendant 10 ans avec mon équipe. On a changé l'intensité, ça ne changeait rien. Même réponse. On a changé le rythme, rien. La fréquence, rien. Le son, enfin... Et il dit, pendant 10 ans, on a bossé, on a modifié tous les paramètres, rien. Et il n'y avait rien qui changeait. Donc, on ne comprenait pas ce qui codait pour le chant. Et puis, un jour, on a modifié le silence. Et là, la réponse était toute différente. Et il dit, il m'a fallu 10 ans pour comprendre que ce qui compte dans le chant d'une alouette des champs, c'est le silence. C'est là où il faut des choses extraordinaires. Et là, je pense qu'il y a quand même... Donc, on ne parle pas encore leur langue, mais on commence à essayer de se dire, mais quels s'ils se disent? Et donc, c'est comme ça, par exemple, que Thierry Aubin, qui fait de très jolies recherches, mais qui malheureusement ne publie pas beaucoup, je veux dire, pas très soucieux de partager avec le grand public, malgré toutes mes tentatives pour l'y encourager, va faire des très jolies expériences où il montre par exemple que certains oiseaux, alors je ne sais plus si c'est la mésange des marais, non seulement a une signature vocale particulière qui permet à d'autres, et ça c'est toujours ces enregistrements qui permettent de le déterminer, en faisant varier, non seulement qui permet à d'autres de savoir, tiens mais ici c'est Lisette qui est en train de parler, mais en plus quand elle parle, Lisette, il y a une signature dans ce qu'elle dit qui fait que Adeline sait que c'est à elle qu'on s'adresse et pas Bernard. Donc non seulement elle a une signature personnelle, mais en plus, dans son chant, il y a « c'est à toi que je m'adresse ». Comme s'il y avait donc il y a un prénom en quelque sorte. Et ça, Claude Beata, qui est un vétérinaire comportementaliste qui s'intéresse beaucoup à la façon dont les animaux fabriquent des relations, parlait je ne sais plus, d'un petit oiseau où l'oiseau, une des premières choses que ses parents lui apprennent, c'est son prénom personnel. Et on voit que les parents s'adressent à chaque oiseau en utilisant chaque début de séquence un tout petit code qui indique à l'oiseau « c'est toi ».
Et donc l'oiseau apprend son nom. Donc ça c'est des résultats de recherche qui montrent que les chercheurs font parfois l'effort, en effet, non pas de parler comme, mais d'utiliser des prothèses à parole, je dirais. Et puis, je pense que chez les éleveurs, on trouverait des très beaux exemples. Moi qui ai beaucoup interrogé avec Jocelyne Porcher des éleveurs de vaches et de cochons, il me semble que les éleveurs ont un langage corporel et même parlent avec leurs animaux. Ils parlent le langage des hommes, mais pas que celui-là. Ben, il y a le langage du corps, quoi. Vous savez, vous avez un éleveur qui passe près d'une vache, et puis Jocelyne m'a montré des films, et puis il faut que je le fasse, mais vous avez l'éleveur, il marche, et il va croiser la vache dans l'étable, et puis c'est imperceptible, c'est parce qu'on avait la caméra qu'on le voit, il fait ça. Il a touché la vache, il ne s'est rien passé d'autre, et en fait, la vache le sait. Donc il lui a dit quelque chose dans un langage qui est un langage commun entre les vaches et les humains, en tout cas entre cette vache-là et cet humain-là. Donc, il parle quelque chose qui est un langage, je dirais, un langage commun. Il y a un langage commun, là, qui s'est créé. Parce que les vaches, elles font ça. Quand vous voyez deux vaches qui se passent l'une près de l'autre, parfois c'est imperceptible pour nous parce qu'il faut être très attentif. Mais vous voyez qu'elles savent très, très bien ce qu'elles sont en train de faire. Il y a toute une histoire qui se passe dans le fait de toucher l'autre. Ça veut dire aussi, j'ai confiance, c'est pas pris comme un acte d'agression. Je veux dire, Dieu sait quelles conversations les vaches entretiennent, parfois rien qu'avec un geste. Ben ça, l'éleveur, visiblement, il utilise ça aussi. Tout à l'heure, vous parliez de langage moral, en fait, d'interprétation morale, quand vous répondiez à la question. Mais quand on fait une interprétation morale d'un comportement ou de quelque chose, est-ce que c'est pas se rapprocher trop de l'anthropomorphisme au final? Et est-ce que ça ne fausserait pas l'interprétation finalement du comportement animal? Si, bien sûr. Au même titre que l'interprétation. J'essaye de voir, de ne pas être polémique. Vous savez, moi, l'anthropomorphisme est quelque chose qui ne me dérange pas trop, parce que c'est souvent un terme qui a été utilisé de façon tellement accusatoire que j'ai appris, moi, à m'en méfier quand il venait de scientifique. Vous n'êtes pas une scientifique, donc je ne vais pas me méfier de vous, et je sais que ce n'est pas accusatoire. Seulement, en quoi est-ce que le terme moral serait plus humain? Parce que c'est ça que vous êtes en train de me dire, c'est que moral serait plus humain, serait plus notre propre que cognitif. Vous ne le dites pas, mais ce serait la conséquence de ce que vous dites. Que si je donne une interprétation cognitive au mensonge chez le singe, c'est moins anthropomorphique que si je donne une interprétation morale au comportement de mensonge chez le singe. Ça l'est un petit peu. Je ne vois pas en quoi. Pourquoi est-ce que cognitif serait moins anthropomorphique que moral? Vous voyez, c'est parce que et en fait, ça c'est parce qu'on a des quantités de préjugés qui font penser que nous sommes des êtres moraux et que les animaux, peut-être pas, et que la cognition, ça on est d'accord de distribuer. Et je me demande dans quelle mesure s'il n'y a pas un vieux fond et que j'ai partagé. Donc je veux dire, moi je suis profondément chrétienne dans ma manière de penser. Je ne suis pas catholique, pas chrétienne ni rien, mais je sais à quel point, parce que je ne cesse d'être inquiétée et de m'inquiéter sur qu'est-ce qu'il y a de judéo-chrétien dans ma pensée. Donc je fais attention pour les autres aussi. Et je pense qu'attribuer à l'animal, accepter le lien avec du côté cognitif et ne pas l'accepter du point de vue moral, c'est peut-être un vieux reste de notre héritage chrétien, ça. Pourquoi les animaux seraient-ils moins moraux que nous? Retournez-le, qu'on m'a dit. Ça marche. Oui, c'est bon. Autant pour moi. Du coup, il faudrait mettre en fait les deux interprétations sur un pied d'égalité, finalement. Alors là, j'aime bien votre proposition. C'est-à-dire que, au 19e, ce que Darwin cherchait, parce qu'il faut, en fait, toute interprétation, il faut voir qu'est-ce que le chercheur est en train d'essayer de fabriquer comme solution, comme continuité. Darwin, il cherchait à montrer qu'il y avait de la... Il était, il devait... Tout le travail était à faire. Hein, là, il n'y a pas grand-chose avant lui. Enfin, si, il profite de tout le bestiaire
victorien de l'Angleterre du 19e, où les animaux sont vertueux et moraux. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a tout un bestiaire pré-darwinien, où il y a plein de figures héroïques, le chien qui meurt sur la tombe de son maître, le singe qui sauve son gardien des griffes d'un terrible ou autre singe méchant, etc. Donc il y a quantité d'histoires qui existent bien avant Darwin, qui existent qu'on trouve dans la littérature naturaliste anglaise 18e, 19e, et c'est absolument passionnant, très anthropomorphe évidemment, hein, parce que là, il y avait, je veux dire, la lutte, la guerre contre l'anthropomorphisme n'a commencé qu'au début du 20e, hein, avec toute une série de scientifiques qui ont dit, mais non, on ne peut plus. Chez Darwin, bon, ben, qu'est-ce qu'il cherche? Lui, il cherche à établir une continuité entre le singe et l'homme. Et il va essayer de la faire sur le mode de la moralité parce que ça lui semble très convaincant. Il ne va pas le faire seulement sur le mode de la moralité, il va montrer aussi que les relations de jalousie, de couple, etc., sont très similaires. Donc il va utiliser quantité d'exemples pour essayer de construire la continuité, parce que c'est ça qu'il doit fabriquer. Il doit prouver, ou en tout cas il doit démontrer qu'il y a des exemples, enfin qu'il y a assez d'évidence selon laquelle les singes et nous partagerions un ancêtre commun. Et il trouve que du côté de la moralité, c'est un bon plan. Alors qu'au XXe, la question de la moralité ne préoccupe plus beaucoup les chercheurs. Ce qui les préoccupe, c'est de savoir est-ce que nous aurions des structures cognitives similaires et comment, etc. Donc, ça dépend de ce que vous cherchez. Mais j'aime bien votre proposition de dire gardons les interprétations sur le même plan, parce qu'en effet, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les ou, c'est les et. Comment est-ce qu'on peut mettre le plus de et possible, de telle sorte à multiplier les histoires, de façon à ce qu'on ait, d'une certaine manière, à ce qu'on multiplie le plus de points de vue possible sur l'animal. Et là, je trouve que ça devient intéressant. C'est pour ça que je dis, en fait, ce que vous dites ici, c'est exactement ce que j'ai essayé de fabriquer avec le conditionnement, c'est de dire, le conditionnement tel qu'il est défini par les scientifiques, c'est quelque chose qui est terriblement affaiblissant et abêtissant pour les animaux. Ils ne font ça que parce qu'ils sont conditionnés. Alors, on a deux possibilités. On dit, on ne parle plus jamais de conditionnement, mais ça, on n'obtiendra pas parce que les chercheurs, ils ont besoin de ce terme et parce qu'on est influencé et tout. Soit on essaie de donner une définition conditionnement qui fait que ce ne soit plus un terme appauvrissant, mais un terme qui enrichit et qui fait que ça devient intéressant. C'est peut-être une question de don et de contre-don, d'échange, de subjectivité, etc. Comme personne ne pose la question, moi, je trouve que ce serait intéressant quand même que vous disiez un mot des premières images que vous avez montrées sans vraiment les commenter, des éléphants. Oui. Pour parler aussi de la question de l'art chez les animaux. En tout cas, je trouve, juste pour un rapide commentaire, je trouve que c'est passionnante conférence dans le contexte d'une école d'art qui est une micro-société du conditionnement, on l'espère, enrichissant, et qui est aussi une micro-société de l'évaluation. Alors, pour en revenir à ces éléphants de sanctuaire de Chiang Mai, en fait, moi j'étais tombée par hasard sur ces photos. Non, pas par hasard, c'est un de mes amis qui me les a envoyées parce que ça circule sur YouTube. Allez voir la photo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur YouTube cet éléphant qui peint. C'est assez impressionnant, quoi. Et j'avais été très, très impressionnée. Et puis j'étais tombée par hasard, en continuant mes recherches, sur un article de Desmond Morris. Je ne sais pas si vous connaissiez Desmond Morris. Il est zoologue et historien de l'art. Enfin, c'est un grand spécialiste. Et c'est lui, par exemple, qui a appris et fait fortune avec le chimpanzé Congo dans les années 60, qui est devenu un artiste extrêmement célèbre. Donc le chimpanzé faisait des toiles abstraites que Desmond Morris encourageait et éventuellement vendait. Et donc Desmond Morris est devenu un spécialiste non seulement d'art, mais de l'art chez les animaux. Et je suis tombée, donc il est toujours vivant et toujours bien actif et tout. Et je suis tombée par hasard sur un article de Desmond Morris qui avait lui-même été voir des éléphants peignant dans un autre sanctuaire. C'était pas à Chiang Mai qui se trouve dans le nord de la Thaïlande, mais lui il avait été dans le sud. Mais bon, c'était visiblement plus ou moins la même expérience. Et qui disait, Desmond Morris, mais oui, on peut être émerveillé. D'ailleurs, on voit que la foule est émerveillée, hein, parce qu'on paye pour aller évidemment assister au spectacle. Hein.
la foule est émerveillée, etc. Mais en fait, je suis obligée de dire que quand on observe attentivement et qu'on connaît bien un petit peu ces histoires-là, on se rend compte tout de suite que, en fait, il n'y a pas d'éléphant, il n'y a pas de créativité chez l'éléphant. L'éléphant n'est pas un artiste. Les gens se font duper et ne se rendent pas compte qu'en fait, le maroute, donc le soigneur de l'éléphant, en fait, lui tire l'oreille horizontalement quand il doit faire des lignes horizontales et verticalement quand il doit faire des lignes verticales. Et moi, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui est caractéristique des scientifiques dans cette histoire-là, c'est qu'ils font toujours les rabat-joie. C'est des rabat-joie. Alors, je ne suis pas... oui, c'est vrai que j'ai une espèce d'optimisme un peu béat, et je ne suis pas pour dire les scientifiques sont là pour enchanter le monde, ou bien les scientifiques sont là pour désenchanter le monde, nous sommes là pour enchanter le monde, c'est pas ça du tout. Ils ne trouvent finalement leur identité qu'à condition de trouver toujours une dupe dont ils pourraient guérir de l'aveuglement. Il y a quelque chose de l'ordre émancipatoire là-dedans. On va émanciper les gens contre toutes les illusions et les croyances. Et ça, c'est depuis le 19e siècle et ça m'irrite, quoi. Je trouve que les scientifiques ont beaucoup mieux à faire, enfin les sciences humaines ont beaucoup mieux à faire que de construire leur intelligence sur la prétendue bêtise des autres. Donc j'étais très irritée, pour tout vous dire, même plus qu'irritée. Donc d'abord, le côté rabat-joie, donc je trouve que ils le font souvent. Je vais regarder un peu Claude Allègre qui parle par exemple de la mémoire des cellules et qui ricane. Ben, c'est un rabat-joie, quoi. Et les hypothèses qu'il propose sont tellement d'une tristesse infinie que, en plus, il dit qu'il sait alors qu'on ne sait pas. C'est ça qui est le plus intéressant aussi, on ne sait pas. Mais bon. Alors deuxièmement, une fois que j'ai commencé à dire, bon, ben, si c'est un rabat-joie et que je n'accepte pas qu'on rabatte ma joie, c'est peut-être parce qu'en fait, le problème est très mal posé. Est-ce que le problème, c'est la créativité de l'éléphant? Alors en plus, moi j'étais un peu perplexe parce que j'avais été moi-même au sanctuaire, non pas où il est allé, au Chiang Mai, et je me dis, ben, est-ce qu'il tirait sur l'oreille de l'éléphant? Ben, en fait, je ne m'en suis même pas rendu compte, donc heureusement j'avais fait des films et des photos, et il ne me semblait pas que c'était le cas du tout. Et puis même, ce serait le cas, est-ce que c'est ça qui est important? Et je me suis rendu compte qu'en fait, le problème était très mal posé, qu'il faudrait que l'éléphant tout seul soit créatif. Mais ce n'est pas l'éléphant qui nous comble en train de peindre. On sait bien que les éléphants dans la nature ne vont pas prendre un pinceau et dessiner un éléphant qui tient une fleur. On sait bien qu'il a fallu des années d'apprentissage. On sait bien qu'il a fallu de l'imitation. Et là, pour le coup, oui, l'éléphant, il a appris à peindre en suivant des tracés et en imitant. Mais alors, je ne dis pas que tous les artistes apprennent en imitant, mais je me demande quand même si une partie de l'apprentissage de tout ce que mes amis artistes m'ont dit, c'est aussi apprendre à faire comme autrui pour un jour faire du même avec de l'autre, ou de l'autre avec du même, selon l'école qu'on choisit. Et le même avec l'autre et l'autre avec le même, ben il n'y a rien à faire, on se fonde toujours sur quelque chose qui préexiste. Alors, c'est vrai que à ce moment-là, si je discute de l'éléphant, il n'y a pas beaucoup de surprises. C'est vrai que je crois que l'éléphant ne va pas un beau jour se dire je vais peut-être cette fleur, je vais la faire tomber ou je vais... bon, non. Je pense qu'il n'y a pas de possibilité de surprise et peut-être que là, en effet, il y a un problème. En effet, de dire que l'éléphant est créatif, etc. S'il y a peu de possibilités de surprise, ça commence à peut-être, en effet, commencer à pouvoir être problématisé. Mais les éléphants sont des êtres chez qui les surprises, en général, on préfère les éviter. Parce que ce sont des animaux qui sont parmi les plus dangereux qu'on puisse rencontrer. Ils vivent en contact permanent avec l'humain. Et tous les dressages de l'éléphant sont justement, depuis qu'ils sont tout petits, c'est une éducation d'une certaine violence, et je crois que même d'une violence plus que certaine, pour qu'il n'y ait jamais de surprise avec les éléphants. Parce que les surprises, c'est le drame tout de suite. Et donc, les éléphants sont éduqués, dressés, pour être dans un état de docilité totale. Donc peut-être aussi que le contexte n'encourage pas à la créativité chez l'éléphant, puisque la surprise est justement ce qu'on lui a appris à ne jamais, d'une certaine manière, proposer. Et puis, même dire ça, je me dis que ce n'est pas encore vraiment une bonne manière de poser le problème, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui est artistique? Qu'est-ce qui nous enchante? Parce que moi, j'étais enchantée, je suis allée voir ces éléphants, et j'étais non seulement enchantée de voir ça, parce que c'est beau, parce que l'éléphant a une certaine retenue, parce qu'il y a une douceur, une lenteur dans les gestes, et puis une précision dans les gestes, c'est très beau à voir. Mais en plus aussi parce que je participais, il y avait plein de gens autour de moi, beaucoup d'Américains, et j'entendais tout le temps autour de moi « Oh my God !»
Et puis, à un moment où je me suis dit, mais oui, mais ça aussi, ça participe. L'émerveillement des gens, eh bien, peut-être que j'en ai besoin et que finalement, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui est artistique là-dedans? Qu'est-ce qui est créatif? Et je me suis dit, ben, peut-être, c'est très mal démarré, comme le fait Edmond Murine, de dire l'éléphant n'est pas créatif. Mais qui est créatif tout seul? C'est quoi être auteur? C'est quoi? Enfin, je veux dire, ça repose toutes ces questions-là. Et peut-être que dans ce cas de figure, ben, il y a peut-être une autre manière d'envisager les choses. C'est peut-être que c'est l'éléphant plus le maout, plus le sanctuaire, plus le public et les oh my god, qui en quelque sorte forgent une performance artistique. C'est un agencement. Est-ce qu'un comédien qui joue au théâtre et qui n'a pas de public, est-ce que c'est encore un comédien? Quelle est la différence entre quelqu'un qui, comme vous faites parfois certains d'entre vous, rejouer certaines scènes, mais on a le beau rôle cette fois, dans la salle de bain, pas de public, pas de partenaire, merveilleux, magnifique, on contrôle tout. C'est quoi la différence entre ça et un comédien? Ben, un comédien, peut-être que en effet, sans la scène, enfin, avec la possibilité en effet de transgresser, de remettre en cause qu'est-ce que c'est qu'une scène, d'enlever la scène justement, mais en sachant que si on l'enlève, c'est parce qu'il y en a eu une qu'on peut l'enlever, et donc elle reste présente comme scène passée. Enfin, vous voyez, c'est ça. Qu'un comédien sans public, oui, mais c'est parce que le public n'est pas venu aujourd'hui, mais le public était censé être là, donc c'est sur lui qu'on a compté. Bref, être comédien, c'est un agencement. Ben, peut-être qu'en effet, je vais dire, tout dépend du calibrage, et que donc, quand Desmond Morris dit ben, l'éléphant, il n'est pas créatif, moi je dis ben, l'éléphant, il n'est pas créatif tout seul, et le maout, il n'est pas créatif tout seul. Le maout peindrait la fleur et l'éléphant s'en foutraient tous comme d'une guigne. Par contre, un éléphant et un maout qui peignent ensemble, ça devient intéressant, parce que c'est une réussite. C'est une réussite, c'est une histoire, c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose de non prévu dans l'histoire de l'évolution, de non prévu dans notre histoire, etc., qui nous surprend. Et c'est peut-être là où la surprise est. Elle n'est pas dans le fait que l'éléphant sorte de sa routine, elle est le fait que ça sort de la routine, d'aller observer, d'aller regarder, dans la joie et en acceptant d'être dupe, un maout et un éléphant qui ont appris à peindre ensemble. Je ne sais pas si... Il y a un très beau livre d'Étienne Souriau. Étienne Souriau est un auteur que j'adore, que j'ai connu un petit peu quand j'étais dans les études de philo, mais je n'étais pas très intéressée à ce moment-là par les questions d'esthétique. Et puis Bruno Latour, avec Isabelle Stengers, vient de republier les différents modes d'existence. Alors, c'est un livre un peu lourd, un peu compliqué, un peu, etc. Mais l'introduction de Latour et Stengers, c'est un bijou. Et la conférence donc ils ont publié non seulement le livre, mais il y a derrière une conférence, la conférence de 1956, dont je vais maintenant, qui s'appelle L'œuvre à faire, ouf, pas trop de mémoire, c'est merveilleux, et qui est un bijou sur le rapport de l'artiste à son œuvre. Souriau va donner ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'agentivité à l'œuvre et dire que, en fait, ce à quoi répond l'artiste, c'est un appel de l'œuvre à faire, et que l'œuvre est en fait un mode d'existence en tant que chose matérielle, et demande à gagner de l'existence, elle va appeler l'artiste, si elle est capable de le réveiller, etc. Et c'est magnifique spéculativement. Moi, je veux dire, j'avais d'abord lu, je ne sais pas si vous avez déjà lu Gell, Alfred Gell, c'est Alfred, hein, oui, L'art et ses agents, où Gell va essayer de proposer une théorie d'anthropologie sociale de l'art en posant un très joli problème, qui est le suivant, c'est de dire, si dans une culture donnée, on crée des boucliers qui sont magnifiques, etc., nous considérons que ce sont des œuvres d'art, eux considèrent que ce n'est pas des œuvres d'art, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se met d'accord? C'est une œuvre d'art ou pas? Et tout le long, il va essayer de dérouler ce problème-là. Il dit, si on dit que ce n'est pas une œuvre d'art, ben, ça veut dire que les autres ne sont pas capables de faire des œuvres d'art. Si on dit que c'est une œuvre d'art, ben, c'est ethnocentrique parce que c'est notre définition à nous. Donc on ne peut pas sortir du dilemme. Il va essayer de trouver une définition de l'œuvre d'art qui lui permette de sortir de cette situation. C'est très joli. Donc j'avais d'abord lu Gell, L'art et ses agents, toujours avec mes problèmes d'éléphant. Hein. Moi, c'est pour essayer de résoudre ce problème-là que j'avais lu tout ça. Et puis je suis allée trouver dans Souriau et je trouve que c'est vraiment exemplaire. Alors ça, c'est déjà une première chose à lire chez Souriau, Étienne Souriau. Donc j'espère que votre bibliothèque va l'acheter, si ce n'est déjà fait. Et alors il y en a un deuxième qui est plus difficilement trouvable. C'est un livre de 1963 chez Hachette. On dirait un bouquin comme quand on recevait des images quand moi j'étais petite. Des couleurs comme des polaroïds, c'est assez extraordinaire, c'est des très drôles d'images. Et c'est un très joli livre, c'est le monde artistique des animaux, je pense, ou quelque chose comme ça, où il envisage, est-ce que les animaux sont des artistes? Et c'est vraiment intéressant parce que Souriau va vraiment hésiter sur cette question, il va
par moments se contredire. Il va dire à un moment donné que certains animaux, il va reconnaître que les animaux sont des artistes, et par d'autres moments, il va dire non, l'animal, c'est le maître d'œuvre, c'est la nature, l'artiste. Il a une conception très vitaliste. Mais c'est vraiment intéressant et ça vaut la peine de prendre ça. Alors, je vais vous montrer une image où c'est un petit cartoon. Je sais pas, est-ce que vous voyez? Alors, pour ceux qui ne... Non, pas d'anglais, hein. Alors, ce sont des orchidées dont les fleurs ressemblent à des abeilles femelles. Et quand les mâles essayent de copuler avec elles, eh bien, ils transfèrent le pollen. Les orchidées, Orchis apifera, font des fleurs, mais il n'y a plus aucune abeille qui se dépose sur elles, parce que c'est les abeilles qui ont imité ces fleurs, donc qui ont pris l'apparence de ces fleurs, se sont éteintes il y a très longtemps. Alors, dans la troisième image, et sans ses partenaires, les orchidées, l'orchidée doit essayer est contrainte de comment est-ce qu'on dit, à self-polliniser, s'auto-polliniser, et c'est qui est finalement la dernière stratégie génétique qui ne fait que retarder l'inévitable, parce que rien, en fait, de cette abeille ne reste, ne nous est laissé, mais nous savons qu'elle a existé à cause de la forme de la fleur. Et en fait, alors le petit bonhomme dit à la quatrième image, c'est une idée de ce que la fleur, de ce que la femelle abeille, de ce à quoi la femelle abeille devait ressembler pour le mâle abeille, tel qu'interprété par la plante. Et alors on voit à ce moment-là la fleur, c'est la seule mémoire de l'abeille. La seule mémoire de l'abeille est une peinture par une fleur mourante. Et puis alors le petit bonhomme il finit en disant « Je vais me souvenir de vous, abeille orchidée, je vais me souvenir de vous ». Et moi j'ai trouvé que c'est Donna Haraway qui m'avait envoyé ça, dont vous avez aussi des livres à la bibliothèque, dont un des deux est traduit en français, le manifeste des espèces compagnes, des espèces de compagnie, c'est une mauvaise traduction du titre, mais enfin, etc. Et puis vous avez en anglais When Species Meet, qui est un livre absolument fantastique sur le fait de vivre en compagnie d'animaux, notamment de chiens. Et donc c'est elle qui me l'avait envoyé, et j'ai trouvé que c'était très beau, parce que je me disais, ben voilà, chaque créature est une interprétation d'un morceau de l'univers. C'est une phrase, moi, qui me revient souvent, c'est de me dire, quand une espèce disparaît, moi, c'est pas le fait que le orang-outan ne soit plus là, là je vais reprendre un peu une idée que Éric Chevillard avait développée dans son roman « Sans l'orang-outan », mais c'est pas tellement le fait qu'on n'ait plus d'abeilles, on n'a plus de dinosaures, etc., mais ce qu'on doit penser, c'est à l'appauvrissement du monde. Et je me dis l'appauvrissement du monde, c'est-à-dire que chaque espèce ou chaque être, en quelque sorte, est une façon dont le monde existe pour cette espèce-là. Et que chaque fois qu'il y a une espèce qui disparaît, ben en fait, c'est une manière pour le monde d'exister qui disparaît. Et ce que je me disais, c'est cet appauvrissement du monde, on va le sentir à un moment ou l'autre. Et je trouvais que cette petite cartoon, ben, ça montrait exactement, en effet, quel appauvrissement du monde. Il y a une fleur qui est en train de maintenir, d'une certaine manière, l'image d'une abeille, mais à un moment donné, ben, elles vont disparaître, et c'est une façon, d'une certaine manière, d'avoir des images du monde et des sensations du monde qui sont en train de disparaître. Voilà, vous regardez tout ça un peu stupéfait, oui, ça m'arrive parfois d'avoir des grands moments comme ça, sans fumer la moquette. Où je dis un peu n'importe quoi, sans fumer la moquette. Est-ce qu'il y a une dernière question? Merci beaucoup, Vinciane. Merci à vous. Merci infiniment.